Bonjour à tous et bonjour dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 37e épisode, l'épisode numéro 36 et aujourd'hui nous sommes le 17 mars 2021. Cette semaine, je suis accompagné de gens absolument merveilleux tels que le très beau et très grand Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy. Eh bien le bonjour. Pour les gens qui seraient à leur première édition, qui es-tu Geoffroy Coupry? Moi je suis la caution cheveux chez Clever. Non, je fais du Rust, je fais des machines virtuelles, je fais du WebAssembly, de l'open source, des choses comme ça. Et des web composants. Oui, et des web composants. Je refais du web maintenant, c'est trop cool. Nous avons également Marc-Antoine Perrenou. Marc-Antoine Perrenou, bonjour. Et qui es-tu? Bonjour, moi du coup je fais partie des créateurs de Clever Cloud, je suis là depuis le début. Je touche un peu à tout, à ce qui est système d'exploitation, le kernel, le code legacy qui traîne depuis 10 ans qu'on essaye de remplacer. Et je suis un peu la caution open source de Clever, c'est-à-dire que s'il y a un projet qu'on utilise, il y a de fortes chances pour que j'ai eu mes mains dedans à un moment ou un autre. Et aujourd'hui, on a un invité merveilleux, on a un invité splendide, on a un invité qu'on apprécie. On a Stan. Stan Odino, bonjour. Bonjour à tous, salut Quentin. Quelques mots sur moi, j'imagine, du coup, si c'est la tradition. Exactement, présente-toi rapidement. Donc je suis, on va dire, ingénieur chez Intel sur les aspects, sur les parties serveurs en particulier. Ça fait 15 ans que je suis dans la société, et donc mon truc, ce sont les serveurs et tout ce qui va dedans, le réseau, les PCI Express, les procs, la thermique, la mécanique, ce genre de choses, quoi. Et donc je suis en relation avec une grosse partie de ce qu'on pourrait appeler notre écosystème, quoi. Les équipementiers, les éditeurs de logiciels, ce genre de choses. Voilà, Stan est une des personnes avec lesquelles c'est le plus facile de discuter chez Intel. Il connaît tout le monde parce que ça fait 15 ans qu'il y est. C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Et donc c'est un vrai plaisir de l'avoir aujourd'hui. Et là, comme vous le sentez tous, parce qu'en vrai vous le sentez, ça sent l'épisode spécial kernel. Et vous n'avez pas tort, c'est bien un épisode spécial kernel. Alors oui, on est à la bourre sur l'épisode spécial kernel. Il y a une histoire de congés, de vacances, de grève des profs. Enfin bref, j'ai arrêté de compter. On est là pour parler rapidement du kernel 5.11. Il a été release le 14 février. C'est le kernel Saint-Valentin, le kernel Love. Factuellement, c'est quand même une merge window des patchs qui a été ouverte pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est pas le kernel le plus excitant avec qui on ait pu regarder la release note parce qu'il n'y a pas des chiers de features non plus, quoi. Mais c'est un kernel, il se pose là et donc je vous propose qu'on prenne les features dans l'ordre. Rapidement peut-être avant, Stan, le kernel chez Intel, on est d'accord que c'est un grand sujet. Ouais, c'est un grand sujet, effectivement. Alors j'ai regardé des petits chiffres avant quand même, je me suis préparé. Effectivement, entre 2007 et 2019 chez Intel, je me suis aperçu donc qu'on était parmi les premiers contributeurs au kernel Linux. Hein. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait plus de 78 000 contribs dans cet espace de temps, et on représente quasiment 10% des contribs. Ouais, ça reste un gros sujet le kernel. Et chez les différents fabricants de silicone, ce qu'on peut dire, c'est que Intel a toujours eu une philosophie upstream et totalement open de quasi la totalité de tout ce qui interagit avec son silicone au sein du kernel. C'est-à-dire que... Ouais, absolument. C'est hyper important parce qu'effectivement, après, il y a d'autres stacks qui sont très populaires, qui sont liés à tout ça, donc comme KVM, QEMU, donc Virtu, les containers, etc. Ouais, c'est important que toutes les fonctionnalités soient correctement, on va dire, exploitées, soient visibles en user mode, et évidemment pas au travers du kernel, etc. Donc ouais, forcément, c'est très important. Peut-être pour donner une idée de la dimension, une fois tu m'avais donné le nombre de développeurs qui bossaient sur des projets open source au global chez Intel, et je me souviens que le chiffre était très impressionnant. Les gens voient Intel comme des gens qui font des CPU, quoi. Ouais, il y a eu des chiffres ont tourné chez nous à une époque, on était entre 10 et 11 000 personnes, a priori, qui faisaient qui contribuaient à des projets open source au global. J'arriverai pas à séparer la partie kernel spécifiquement, mais tous les gros projets open source, pour nous, c'est important. Quand il y a eu la vague du cloud, typiquement, on avait beaucoup contribué sur OpenStack, forcément, qui était une alternative un peu en termes d'orchestration sur le cloud.
On continue d'ailleurs de le faire de façon régulière sur les systèmes de fichiers distribués, de type Ceph par exemple aussi, on l'a beaucoup fait. Bon, c'est des projets un petit peu plus anciens, mais on continue à le faire énormément. Par exemple, dans le monde des telcos, avec l'arrivée de la 5G, il y a beaucoup de nouveautés qui se préparent, beaucoup de nouvelles features qui doivent être exploitées. Donc, ouais, on continue au niveau. Bon, c'est très bas niveau en général. Donc, c'est orchestrateur, c'est émulateur, c'est ce genre de choses. Okay. Bon, bah voilà. Du coup, on commence. On est parti. Ouais, petit fun fact avant de commencer sur le kernel 5.11. Du coup, comme tu l'as dit, il a été release le 14 février et son codename officiel, c'est le Valentine's Day Edition, avec, pour la première fois à ma connaissance, des emojis dans le codename, avec 2 petits cœurs à gauche et à droite du nom. C'est beau. C'est beau. Par contre, il faut toujours un client mail pour envoyer des patchs. Et c'est que en texte et probablement que ASCII only, c'est ça? Git est un client mail, donc tout se passe bien. J'ai la tasse jeu de main, jeu de pingouin. C'est bien pour faire la release du kernel. Bon, donc, première feature du kernel, comment émuler Windows. Alors, en fait, il y a eu un beau patch qui est fait pour Wine. En fait, c'est fait à la base pour les gens de Wine. C'est un patch pour faire des syscalls beaucoup plus rapides dans le kernel. Pour émuler des syscalls, en fait, c'est un mécanisme pour passer des syscalls de kernel land à user land très rapidement pour pouvoir dire, ce syscall-là, en fait, envoie-le directement à tel process. Et donc, dans le cas présent, le syscall de Wine. J'ai trouvé que c'était assez intelligent comme process, en vrai. Je trouvais ça assez brillant. Et en plus, ça nous permet de vous dire que Wine est quand même arrivé en 6.0 il y a quelques semaines. Et que tout ça avance assez bien, en fait, chez Wine pour supporter de plus en plus de trucs, avec toujours un focus assez jeux vidéo. Et notamment, je crois me souvenir qu'il y avait des nouvelles API Direct 3D qui avaient land dans la 6.0. J'avoue que j'en fais pas tous les 3 jours, mais enfin, tout ça pour vous dire que ça avance bien. Et que ça marche aussi sous ARM maintenant, Wine. Donc, des gens qui s'amusent vraiment fort. Donc il y a peut-être moyen de faire de l'embedded Linux en utilisant du Windows Embedded aussi. Voilà. Ça vous arrache une vision, ce truc-là, ou pas du tout? Si j'ai bien suivi, donc l'idée c'est que on peut register un genre de syscall virtuel qui correspond en fait à du userland dans le kernel, et derrière, quand des softs vont appeler ce syscall, ça va arriver directement dans le process userland pour le traiter. Moi, ce que je me demande, c'est les impacts que ça va avoir justement du coup sur le développement de nouveaux syscalls, parce que ça va carrément faciliter la chose plutôt que de patcher le kernel, reboot sur le nouveau kernel, etc. pour faire tous les tests. On pourra juste faire un bout de userland pour bien le polish, puis le foutre dans le kernel une fois que tout est prêt pour le bien tester. Du coup, je pense qu'au-delà de Wine et tout ça, ça peut vachement faciliter le développement de nouveaux syscalls à l'avenir. Et le hot patching, en fait. Carrément, ouais. Et genre, tu pourrais carrément avoir un polyfill de ton kernel pour un syscall. C'est cool, ça, comme idée. Alors, je suis pas sûr que tu puisses écraser. Je suis pas sûr que tu puisses te mettre en indirection d'un syscall existant. Je crois pas que pour l'instant ce soit autorisé. Ce qui serait pas nécessairement l'idée du siècle, par ailleurs. Et du coup, la petite question qui se pose, c'est au niveau syscall, userland et tout ça, moi, le truc auquel ça me fait tout de suite penser, c'est le système de sécurisation vachement utilisé par Google, entre autres Gvisor, qui est censé être un proxy userland pour les syscalls. Comment est-ce que ça va s'arranger avec ça? Tu parles du Gvisor open source ou du Gvisor utilisé par Google? Les deux. On sait tous les deux comment fonctionne le Gvisor utilisé par Google, et je suis pas sûr d'avoir le droit de divulguer cette information. C'est relativement différent du Gvisor open source. Très sincèrement, pour moi, ce qui est fourni, pour moi, va pas du tout fournir un moyen de créer un proxy, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu vas lire l'article LKVM, en fait, c'est avec du PRCTL qui font la capacité à dire, en fait, ce truc-là est capable de prendre tel nœud d'indirection, et donc du coup, je vois pas comment tu le places uniquement sur un process. Dans l'archi du truc, je vois pas comment tu vois, là où en fait, tu lances un ptrace d'introspection
tu vois, quand tu fais du gvisor, je vois pas comment tu fais subir ça à un seul process. Là, pour moi, c'est kernel-wide, leur truc. Du coup, je vois pas comment le faire. Mais après, potentiellement, l'infrastructure de code qui est utilisée pour ça peut servir à terme. Et là, on a perdu tout le monde, c'est ça. Rien à rajouter dessus. On passe à la suite. Une capacité à monter overlay FS sans privilège. Qui a envie de prendre le dossier? Je passe la balle à Marco. Overlay FS, c'est une techno en fait qui permet d'avoir un genre d'image de base de file system qu'on va monter en read-only quelque part. C'est une très mauvaise idée de faire du overlay FS par-dessus du read-write. L'idée, c'est vraiment la base va être en read-only et on va monter une sorte de file system virtuel par-dessus qui va du coup être l'overlay FS. Et l'idée, c'est que du coup, quand on fait des opérations de read sur un truc qui n'a pas été modifié, on va lire le file system qui est monté read-only. Et quand on va faire des opérations de write qui vont être refusées sur le read-only, obviously, en fait, c'est l'overlay FS qui va y prendre en compte. Et l'overlay FS va juste stocker le diff dans un coin. L'idée est pas trop mal. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de systèmes de copy and write. C'est comme ça que fonctionnent, par exemple, les backing images en QCO2, par exemple, qui sont très utilisés pour les VM avec des templates de VM. C'est un fonctionnement relativement commun, sauf que là, du coup, c'est niveau file system et pas niveau block device comme c'est souvent fait. Personnellement, j'ai jamais été très convaincu par le fait de le faire au niveau file system, mais ça a été beaucoup démocratisé par notamment les conteneurs et il y a Docker qui a beaucoup poussé là-dessus. Après, pour l'instant, du coup, comme c'est des opérations sensibles, il fallait forcément les droits root pour le faire. Et là, ils ont fait beaucoup d'audits sur les opérations vraiment nécessaires pour l'overlay, justement, et ils se sont aperçus que, en fait, il y avait que besoin des droits effectifs du moment du montage, et pas forcément des droits super admin. Et du coup, bah, ils ont débloqué le fait de pouvoir monter en tant qu'utilisateur lambda. Et du coup, bah, l'overlay aura que les droits de l'utilisateur lambda qui a monté l'overlay. Voilà, du coup, ça permet d'avoir une partie de la faille de sécurité en moins, on va dire. Stan, je voyais hocher de la tête. T'as une réaction sur le sujet? Non, je trouve qu'effectivement l'idée reste intéressante, mais non, c'est encore une fois, nous tout ce qui est sécurité, ça nous intéresse beaucoup et comme tu le sais, ou vous avez certains le savent, on a travaillé sur la protection des containers en particulier et donc tout ce qui va dans ce sens-là, c'est toujours intéressant, mais j'étais pas au courant. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est peut-être une solution pour essayer de supprimer le nombre de trucs qui tournent en route dans le démon Docker, voire de supprimer les droits route au démon Docker, ce qui serait une bonne chose. Ou si on ne parle pas du démon Docker, on pourrait parler de d'autres systèmes de conteneurs peut-être plus respectueux de l'écosystème Linux Unix, pour pas être désagréable avec les gens de chez Docker, mais genre parfois c'est bien aussi de respecter, par exemple, l'idée d'avoir un PID1, tout ça. Et là, on pourrait imaginer lancer des choses. Bah, du coup, enfin, ça fait partie des choses qui pourraient permettre de lancer un conteneur Docker sans être root et sans avoir besoin de parler à un démon root pour le faire. Après, paradoxalement, en fait, la Docker, ils se sont pas mal bougés ces temps-ci, notamment justement sur interagir de manière plus harmonieuse avec le PID1, etc. Et notamment avec le port en cgroup v2 qui est sorti très récemment, genre 2021 si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment récent. Le truc, c'est que du coup, en se modernisant, etc., ça utilise des features qui sont pas encore compatibles non plus avec le fait de pas être en route, notamment pour tourner en cgroup v2, Docker a besoin de BPF, mais de bouts de BPF dont il y a besoin d'être route pour les faire et tout ça. Donc, d'un côté, on enlève des prérequis de droit route. D'un autre côté, on en ajoute aussi, du coup, avant de pouvoir faire tourner du Docker sans route du tout, il y a un petit bout de chemin à parcourir quand même. Mais on pourrait imaginer que systemd and spawn ou ce genre de choses puissent
où Podman puisse profiter pleinement de ce genre de feature et tout en étant capable de lire les Docker, ou de toute façon il a besoin d'OverlayFS pour faire tourner les images, tu vois, les conteneurs images. Bon, voilà. Grosse nouveauté également dans le kernel de cette release-là, c'est la grande entrée de la fonctionnalité Intel SGX dans le kernel. Donc SGX, ça existait déjà dans le kernel, mais c'était pas upstream parce que, enfin, ça a été long de mettre au point ce truc-là. Mais là, c'est la grande entrée upstream d'Intel SGX. Peut-être, on peut commencer par expliquer ce qu'est SGX et ensuite expliquer ce qu'est l'entrée dans le kernel. Ouais, avec grand plaisir. SGX, c'est encore un énième acronyme d'Intel, comme vous le savez, il y en a quand même beaucoup. Là, c'est Software Guard Extension. Donc, pour faire simple, avec des mots simples, on va essayer. En gros, c'est un jeu d'instructions dans le microprocesseur qui permet en fait d'enclaver des applications ou des fonctions d'une application. Donc, qu'est-ce que ça veut dire enclaver? En gros, c'est de faire exécuter du code et ses datas dans une zone qui est de la mémoire de l'OS qui est complètement verrouillée en lecture et en écriture. Donc, aucun autre process peut accéder à cette zone-là. Donc ça te permet encore une fois, ça peut être un binaire complet. Donc il existe même des petits applicatifs Linux comme Graphene par exemple qui te permet de balancer carrément tout un binaire qui n'a pas été programmé pour SGX, tu peux le mettre directement dans cette enclave. Si tu le fais de façon plus normalement un peu plus fine, c'est-à-dire que tu développes une application compatible SGX avec le SDK SGX, et là tu peux dire cette portion, ces fonctions ou cette fonction ou ces fonctions-là vont s'exécuter dans une enclave. Donc on l'a fait, c'est vraiment en gros, si on devait donner un parallèle, c'est un peu comme un mécanisme hardware de protection comme la virtualisation. On connaît les instructions VTX, VTD qui te changent de contexte en permanence en fonction de la VM sur laquelle tu tournes. Là, c'est un peu la même chose mais au niveau applicatif. Donc vraiment, c'est là pour protéger l'application. Donc ça vient avec beaucoup de fonctionnalités. Je vais pas entrer dans tout le détail, mais pour donner une petite idée, ou vous donner une petite idée, ce qui est intéressant, je trouve, dans les GX, non seulement ça permet donc encore une fois de faire fonctionner une application ou une fonction dans une enclave, mais surtout c'est qu'on a toute une gestion qui va autour de ça en termes d'attestation en particulier. Ça veut dire que lorsqu'une enclave se lance la première fois, si on fait le chemin complètement et jusqu'au bout, on peut aller d'abord, l'ordinateur va se dire, tiens, j'envoie un identifiant unique, ce qu'on appelle un EPID, au serveur d'Intel, et puis Intel va dire, oui, c'est bon, ce serveur est compatible Intel, quoi. Et valide Intel, compliant. Ensuite, ça rajoute un petit bout à la signature. L'application, du coup, va aller voir un éditeur, si tu es un éditeur, la plupart évidemment. Et cet éditeur-là va dire, tiens, voici ma signature. Et ensuite, l'éditeur va se synchroniser avec le serveur d'Intel et va dire, ouais, ok, on est tous d'accord, cette enclave, elle est valide, cette application, elle a le droit de tourner, elle est légitime. Et donc, du coup, ça, c'est dans le cas où tout se passe bien, évidemment. Si, du coup, il y a quelque chose qui mismatch, on peut faire, du coup, révoquer le truc et empêcher que l'enclave fonctionne, ce qui peut être pas mal aussi, surtout si il y a un piratage ou un hack en cours. Et donc, du coup, tu peux dire à tout moment, cette enclave est légitime ou pas légitime, et tu peux en fait killer l'application si c'est nécessaire, ou la laisser tourner, bien entendu. Donc c'est assez, nous on est plutôt contents parce que, pour la petite anecdote, me faire monter, upstreamer tout ce qu'on faisait autour des SGX et en particulier le driver SGX dans le kernel Linux. Pour la petite anecdote, on en était à la 41e code review tout de même. Donc il y a plein de raisons, pas que techniques d'ailleurs, qui faisaient que c'était repoussé. On a eu quelques déboires sur les microprocesseurs qui ont été bien connus il y a pas si longtemps que ça. Donc les gens étaient un peu occupés à autre chose. Mais donc il y a même une joke que j'ai vu que le gars qui a poussé ça la dernière fois, il a dit plus qu'une, on était à 42, donc ça aurait été parfait. Mais en fait, oui, ça fait un moment qu'on pousse. On était à la révision 38, si je dis pas de bêtises, au mois de septembre dernier, le code review, tu vois, et donc là, on est enfin dans le kernel 5.11. Alors, on en a parlé un petit peu à part aussi, c'est que ça vient aussi à un moment où on a une nouvelle génération de pros qui va supporter ces enclaves, mais surtout des enclaves beaucoup plus grosses que ce qu'on supporte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des petits procs, des petits 4 cœurs, 8 cœurs, qui font des enclaves de 128 MB, 256 MB. Là, on parle d'enclaves de plusieurs gigas, voire dizaines de gigas. Donc, on pourra mettre de la grosse appli, quoi, dans des enclaves. Ah, ok. Donc, effectivement, ça change un peu la donne, en fait. Ah oui, là, c'est un saut quantique en termes d'espace de travail et de nombre de cœurs auxquels tu accèdes, c'est pareil. Je peux pas donner encore de chiffres parce que le processeur, ça annoncé bientôt, processeur serveur. Je crois que ça a été donné, hein, son petit nom de code, c'est Ice Lake, un nouveau Xeon. On va voir, aujourd'hui, tu avais droit à maximum, je crois, c'était 8 cœurs pour le processeur le plus gros, et là, on va passer à plusieurs dizaines de cœurs et plusieurs dizaines de gigas pour les enclaves. Donc, en fait, vous allez pousser, parce qu'à la base, c'était une feature qui avait été pensée un peu DRM, signature numérique, ce genre de choses,
sur le laptop Alors, utilisateur, et là, vous le poussez serveur, en fait. ouais, très très bien vu. Ouais, effectivement, il y a eu plein d'usages. En fait, on a SGX, on l'a pensé en plusieurs années. En fait, c'est sorti en 2015 quand même. Hein, la techno est pas nouvelle. On l'a mis entre guillemets dans les mondes du serveur entrée de gamme, ce qu'on appelle chez nous les Xeon E. C'est des petits processeurs de 4, 6, 8 cœurs. C'était surtout pour pouvoir entre guillemets se faire étrier au niveau sécurité. C'était clair, c'était compris. Donc au début, on a fait Ce qui s'est effectivement bien des passé one. d'ailleurs. Il y a eu 2-3 dossiers quand même Ouais, sur SGX. Alors ça, c'est mon point sur la sécu. Chacun a son point. Je pense qu'en toute façon, comme on sait à peu près tous que rien n'est infaillible, je pense que de mon point de vue, dans la sécu, ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière qui maintienne le truc et qui corrige vite, quoi. Et idéalement, avant que tout le monde soit au courant. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, même avec TrackMail-là, avec toutes ces variantes qui continuent sans fin. Donc ouais, effectivement, je dis que c'est fait casser 2-3 fois, même plusieurs fois, mais on a eu pas mal de bons retours de la part de grosses sociétés, des classiques GAFA, mais pas que. Et ça a été assez largement adopté, hein, pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour eux. Pas dire que moi, mais j'ai quand même bien activement participé au support des GX, oui, du support des GX chez OVH. Chez OVH, ils ont une offre SGX, et en France, à ma connaissance, c'est le seul, voire même peut-être au niveau européen. Après, ce sont les gros GAFA qui l'utilisent. Donc ouais, ça fonctionne plutôt bien. Hein. On a plein d'éditeurs, plein de logiciels, et aujourd'hui, comme tu disais, pour revenir à ta question, ouais, effectivement, c'était du one-time password, c'était de la gestion de DRM, c'était des choses comme ça qui étaient stockées dans cette enclave pour éviter que ce soit trop facilement attaqué. Et enfin, en tout cas, rajouter un niveau de difficulté, on va dire. Et en fait, quand on en a parlé, moi j'en avais parlé déjà il y a 4 ans ou 5 ans à des banques, ils avaient déjà tout de suite imaginé plein de choses, des sessions TLS entièrement d'enclave à enclave. Donc imagine une enclave démarrer sur un serveur, une enclave démarrer sur un autre, et ça cause directement d'enclave à enclave. Donc en termes de difficulté, c'est quand même plutôt sympa. Il y a des boîtes comme Scone, par exemple, qui font que ça. Ils te disent, tiens, ton même cache D, il est pas TLS, bah pas de souci, nous on te rajoute l'option TLS via des enclaves directement sur ton même cache. Il y a plein de petites choses qui sont faites. Il y a beaucoup de gens créatifs, hein, là-dessus, du KMS par exemple. Beaucoup de KMS software commencent à passer à SGX. Il y a une boîte française que j'adore vraiment beaucoup, c'est Cosmian. Ils font du chiffrement homomorphique entièrement dans t'as déjà vu ou entendu? Non, c'est des boîtes qui font du chiffrement homomorphique. On peut expliquer aux gens ce qu'est le chiffrement homomorphique, hein, parce que genre là, je pense qu'on a largué une partie des gens. Geoffroy, tu veux nous faire le plaisir ou... C'est de la donnée chiffrée sur laquelle on peut faire des opérations. Genre, tu peux prendre 2 bouts de données chiffrées et les additionner, et tu sais que ça va te donner la donnée chiffrée du résultat de l'addition de ce qu'il y a en dessous. Ouais. Ça permet de faire des calculs, de la recherche, des choses comme ça, et il y a plein. Sans déchiffrer les données, ouais. Sans déchiffrer, voilà. Ouais. Et en France, il y a beaucoup de projets autour de ça d'ailleurs. Hein. On est plutôt très bon, hein, dans ce domaine-là. Et par ailleurs, il y a un autre truc autour d'SGX, c'est qu'il y a des très très bonnes crates en Rust pour faire du SGX. Et du coup, il y a moyen de faire des choses vraiment vraiment drôles. Il y a plusieurs SDK Rust autour d'SGX pour faire des choses assez marrantes. Et là, il y a des trucs assez bourrins. Fortanix, si je dis pas, ils en ont un effectivement en Rust qui supporte aujourd'hui. Ouais, il y a Fortanix qu'on a un gros, et il y en a d'autres qui sont vraiment cool, avec des systèmes de protected file system rewrappés, c'est celui que vous fournissez vous. Enfin, c'est assez cool. Ouais, il y a eu plein de choses. Il y a eu MySQL qui a été retouché en SGX. Je crois qu'il y a des gens aussi qui arrivent à repasser du Nginx. Il y a beaucoup d'initiatives. Ouais, et je pense que ça va s'accélérer franchement comme ça va se généraliser sur les gros procs. Du coup, on va retrouver ça plus fréquemment, quoi, ce qui est plutôt pas mal pour la sécu. Ouais, il y a des systèmes aussi de gestion de la randomisation qui sont gérés dans SGX aussi, pour de bonnes idées. Donc, c'est plutôt bon. Il faudra que je me penche sur est-ce qu'il y a une raison d'être d'une offre SGX, je sais pas. Point suivant, l'ami BetterFS. De toute façon, il se passe toujours des choses chez BetterFS. Toujours. BetterFS, est-ce que je fais encore un yet another rappel sur ce qu'est BetterFS? Ouais. BetterFS, c'est un système de fichiers. C'est un système de fichiers qui est basé sur du copy on write. Donc l'idée, c'est la donnée stockée peut être. Imaginons, on a le même fichier à 5 endroits sur le système de fichiers. En fait, il va être stocké une seule fois, et les 5 endroits vont juste être un pointeur vers cette même donnée. Et à partir du moment où on va
la modifier à un des endroits, là, ça va effectivement faire une copie pour pouvoir modifier cette copie. Donc l'idée, c'est beaucoup de gains de place parce que ça va détecter les données dupliquées pour en garder une seule copie et dupliquer effectivement la donnée qu'à partir du moment où on va la modifier. Ça permet de faire des backups de manière très simple parce que faire un snapshot de l'état actuel du système, c'est juste prendre un pointeur vers l'état actuel. Du coup, c'est une opération atomique. Il peut pas y avoir une modification qui est faite pendant ce temps et tout ça qui va corrompre les données. Là, faire un snapshot, c'est instantané et derrière, ça va juste copier les données qui vont être modifiées. Donc, ça a plein d'avantages pour ce genre d'utilisation notamment. Et alors là, dans la version 5.11 du kernel, dans les nouveautés BetterFS, il y a la suite de quelque chose dont on avait parlé la dernière fois. C'est en interne de BetterFS, ils avaient réécrit pas mal de primitives de locking, donc tout ce qui est mutex, sémaphore et tout ça pour éviter les accès concurrents à de la donnée qui ne doit pas être accédée de façon concurrente. Et ils avaient pas mal de mécanismes maison, notamment parce que c'était développé en standalone par Oracle à la base, puis ça a été intégré au noyau et progressivement ils harmonisent avec ce qui existe dans le noyau, mais il y a encore des restes de trucs maison de chez Oracle. Et là, notamment, du coup, sur les primitives de locking, ils ont fini de passer sur le gros point d'architecture de BetterFS. Ça y est, maintenant, ça utilise les trucs du kernel. Et du coup, ça a boosté les perfs de façon assez significative. À côté de ça, ils ont aussi un autre gain de perf, c'est BetterFS, comme la plupart des file systems maintenant, supportent les XATTR, donc les attributs étendus. C'est concrètement des métadatas qu'on peut greffer sur les fichiers. Pour des raisons historiques, ça les chargeait automatiquement dès que ça accédait au fichier. Et là, maintenant, c'est chargé de façon lazy. Donc, c'est chargé que quand il y en a besoin. Et donc, sur des opérations, notamment de maintenance du file system et tout ça, où il n'y a pas besoin d'accéder à ces métadatas-là, elles sont plus chargées, du coup. Pareil, nouveau gain de perf. Et la troisième nouveauté BetterFS du 5.11, c'est au niveau, quand ton file system il est corrompu, c'est ce que je ne vous souhaite pas et ce qui arrive de moins en moins. Ça arrivait pas mal à BetterFS il y a 5-6 ans de ça, quand c'était pas encore tout à fait sec. Mais là, maintenant, c'est anecdotique quand ça se passe, mais quand ça arrive, t'as bien envie de récupérer tes données quand même. J'aime bien parce que le mec qui vous dit ça est quand même un mec qui régulièrement décide de tourner sur la version master du kernel et donc monte son file system avec une version master du file system et donc des fois il te dit ah tiens ça a déconné. Oui, effectivement. C'est pas arrivé depuis plusieurs années justement, donc c'est encourageant. Et ouais, du coup, ils ont ajouté 2 nouvelles options pour ignorer certains types d'erreurs, notamment ignorer les erreurs de checksum sur du file system corrompu. Tu préfères pouvoir accéder à de la donnée dont le file system il te dit ouais mais c'est pas le bon checksum que j'ai, plutôt que de pas pouvoir y accéder du tout. Donc tu peux bypass le check de checksum et il y a un autre bypass d'intégrité de l'arborescence, en gros, que tu peux bypass aussi maintenant, ce qui permet de pouvoir récupérer un peu plus de données qu'avant de manière assez simple. Sachant que, par exemple, quand tu regardes la manière dont EXT4 gère ce genre de problème, EXT4, c'est là, il y a de la donnée, je sais pas quoi en faire parce que mes métadatas sont corrompus, il te les fout dans le dossier lost plus found avec un nom totalement ésotérique, et c'est à toi de te débrouiller en mode, c'est ce type de fichier, c'est ce contenu, ouais, ça doit correspondre à cette lib-là, ou ça doit correspondre à ce fichier texte-là. EXT4, c'est très YOLO comme approche à ce niveau-là. Donc, on peut se dire, ouais, ça a l'air chelou ce que fait BetterFS, mais en fait, c'est plutôt pas mal la manière dont il le gère par rapport à ce qui est fait dans d'autres file systems. Voilà.
On se fait un détour rapide vu qu'il y a une petite fonctionnalité que je n'ai pas compris au début de réexporter les NFS. Donc, NFS, le Network File System, qui permet historiquement de monter des fichiers sur le réseau. Là, tu peux en fait réexporter un NFS que tu as monté, donc qui est pas chez toi, qui est un distant NFS. Tu peux le réexporter. Au début, j'ai pas compris quel était l'intérêt. Et en fait, l'intérêt dans la dernière ligne, c'est de dire... Je pensais que tu avais pas de le relais. En fait, alors, petit, c'est plusieurs, il y a plusieurs composants en fait. Il y a dans le kernel, il y a un serveur NFS qui peut servir principalement en local d'une machine pour faire du NFS en local. Lui, ça peut paraître un peu bizarre, mais pour des VM ou autre, ça peut servir. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est le grand intérêt du réexport NFS, c'est sur la machine, je vais monter un NFS distant qui va être réexporté par le serveur NFS du kernel. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a des applications qui ne supportent pas forcément toutes les versions du protocole NFS. Notamment, il y a pas mal d'applications qui ne supportent que NFS v3. Et imaginons le serveur distant pour des raisons de sécurité, par exemple d'ACL, de droit et compagnie, fait du NFS v4. Eh ben, la machine va pouvoir monter le NFS v4 et réexporter via le serveur NFS du kernel en NFS v3 pour les applications qui supporteraient que le v3. Et Du juste coup, pour dire aux ça gens, permet d'avoir la ouais. migration NFS v3 v4, en vrai, c'est un peu la même en lice que cette histoire de Python 2, Python 3, quoi. C'est pas une migration qui se fait dans la douceur et la bonne humeur et tout le monde est heureux, quoi. Franchement, c'est la pénibilité ultime, ce truc. Et notamment, on avait parlé la dernière fois que maintenant, dans NFS v4, il y a des supports des métadatas spécifiques au LSM, donc Linux Security Module type SELinux et compagnie. Et du coup, maintenant, il peut y avoir un serveur distant qui fait du NFS v4 avec plusieurs options de sécurité, des attributs étendus SELinux et autres de stocker pour les fichiers. La machine va monter du coup un NFS v4, va manipuler les droits et tout ça via du SELinux pour autoriser les différentes actions et réexporter en NFS v3 que la partie autorisée vers une application. Du coup, tu as la flexibilité de NFS v3 avec la sécurité apportée par NFS v4 et t'es content. Rapidement, sinon, dans le kernel, on a une flopée de nouvelles cartes graphiques qui débarquent de chez AMD. La Van Gogh, la Green Sardine et la Cavenfish, mais également dans les nouveaux hardware graphiques de supporter, il y a la Intel DG1 qui est juste en lancement et du coup on se dit bah cool. Alors d'abord peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer Stan ce qu'est DG1? Ouais, DG1, c'est, on va dire, une nouvelle génération de graphiques chez Intel, hein. On avait historiquement des GPU qui étaient connus pour pas être hyper performants, qui étaient bien, pas chers, qu'on retrouvait partout. On a je crois qu'on est toujours, alors ça fait rire, hein, mais donc on est toujours numéro 1 de la part de marché du GPU intégré. Donc juste parce Bah, ça que fait par rire. défaut c'est pas cher. C'est pas cher, ça marche bien, les drivers sont librement accessibles. Enfin, moi, je suis quand même absolument ravi que, en plus de ma Nvidia, j'ai un chipset Intel dans ma machine parce que très concrètement, c'est celui qui marche le premier. Et alors, c'est celui qui Voilà, marche c'est aussi. souvent ça. Quand t'as une distro Linux, même un peu exotique à installer, souvent c'est tout, ça fonctionne toujours, quoi. C'est un peu comme les cartes réseau. T'as l'Ethernet d'Intel de base, 1 giga de 10, etc. Bah, ça marche un peu tout le temps, effectivement. Et puis il y a même encore des vieux drivers sur SourceForge et ce genre de choses. Donc, ouais, c'est marrant. Pour revenir au GPU, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a embauché notamment un gars qui est assez connu dans le monde du GPU, un ex-AMD, etc., Raja Koduri, et puis on a une grosse stratégie sur le GPU. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on commence à voir les premiers effets. On avait sorti un proc qui s'appelait Tiger Lake, qui avait déjà un nouveau graphique. Donc, c'était avant les Gen 9. Après, on a fait du Gen 10, 11, 12. Donc, il y avait le Tiger Lake qui avait déjà amené un petit truc sympathique sur les laptops. Donc, c'était le premier graphique intégré. On appelle ça les XI chez nous. Et ensuite, on a là fait annoncer Rocket Lake. Rocket Lake, cette fois-ci, c'est un desktop avec un graphique intégré encore bien plus performant.
Donc on monte, alors chez tout le monde, il va un petit peu de sa dénomination en termes de façon de mesurer la performance. Nous, on parle d'exécution, unité d'exécution. Chez Intel, on augmente le nombre d'unités d'exécution. Donc d'un côté, donc plus de perf. Donc par rapport à la génération de desktop avant, là, on a quand même plus 50% de perf. Donc c'est pas rien. Ça commence à être sympa pour faire tourner des jeux Full HD un peu correctement sur du desktop en l'occurrence. Donc ça c'est le premier DJ1 effectivement. Donc après ça a été beaucoup de drivers. Donc tu les vois arriver effectivement en open source aujourd'hui. Et puis on continue aussi à faire tout ce qui est accélération vidéo parce que c'est de plus en plus demandé. Donc évidemment les classiques H265/HEVC pour les codecs standards entre guillemets qu'on retrouve aujourd'hui pour la vidéo streamée via des Netflix, etc. Et on supporte aussi des codecs open source comme la V1. Donc typiquement en décodage sur un nombre de bits plus important que d'habitude, c'est-à-dire qu'historiquement RVB c'était codé sur 8 bits, maintenant on passe sur du 10 bits pour avoir plus de dégradés dans les blancs, ce genre de choses. Donc voilà, ça s'accélère. On a même annoncé SJ1 qui est une petite carte avec plein de GPU en PCI Express pour faire du cloud gaming. Typiquement, on a déjà des éditeurs en Asie qui sont très portés là-dessus, donc carrément on a des OS Android qui tournent sur des processeurs x86 et qui vont afficher des jeux avec accélération graphique et qui vont être streamés ensuite sur n'importe quel device à l'extérieur. Et puis ça va s'accélérer, quoi. Toute cette année, vous allez voir des nouveaux GPU de plus en plus performants. Et puis l'apothéose, ce sera le gros super méga GPU qu'on appelle Ponte Vecchio pour l'année prochaine, début d'année prochaine. Qui lui qui sera le gros GPU flagship d'Intel, un peu pour plutôt entreprise data center, quoi, hein. Ça va être HPC, AI, ce genre de choses. Et sur la partie HPC AI, la barrière d'entrée CUDA, c'est quelque chose que vous avez une idée pour la contourner ou pas du tout? Alors, contourner, ouais, d'une certaine façon, mais même sans vouloir vraiment la contourner. En gros, on a une grosse initiative qui s'appelle OneAPI avec un langage de programmation qui s'appelle DPC++. Donc, on est en train de reprendre tous nos compilos, toutes nos librairies, etc. Et puis, on fait une initiative open source, en fait, autour de ça. Donc, on aura des nouveaux compilos. Enfin, c'est déjà disponible, en fait, aujourd'hui. Et par rapport à CUDA, typiquement, donc, on va préconiser, en fait, le langage DPC++ au lieu du CUDA. Et on a même des logiciels déjà aujourd'hui qu'on appelle Compatibility Tool qui permettent de faire une migration d'un code CUDA à un code DPC++ aujourd'hui. Ouais. Donc là, c'est ce qui est amusant parce qu'on a lancé ça il y a un an et demi à peu près de mémoire. Et aujourd'hui, AMD a déjà dit oui, ils vont s'y mettre aussi dessus. Donc les GPU AMD seront compatibles. Et pour les GPU Nvidia, il y a déjà plein de sociétés qui se sont positionnées pour pouvoir transformer du code CUDA en code DPC++. Donc après, côté Nvidia, il faudra leur poser la question si un jour ils veulent s'y mettre de façon transparente et tout ça. Mais en tout cas, voilà, on essaie d'uniformiser parce que l'avantage, c'est que DPC++ et tout ce qui va derrière, c'est que c'est agnostique, entre guillemets, côté hardware. C'est-à-dire que tout le monde peut y mettre son support d'accélérateur, que tu sois une puce DI, que tu sois une carte réseau, que tu sois un GPU, que tu sois ce que tu veux, même un FPGA avec une IP particulière. Tout ça, ça peut être réinterfacé dans DPC++. Donc c'est une base de SQL, etc. On pourra en reparler plus en détail un jour, mais voilà, on essaie d'uniformiser tout ça pour qu'il n'y ait plus qu'un seul standard et que ce soit open, quoi. En tout cas, grosse arrivée chez vous là-dessus. Je trouve que c'est bien, ça va mettre un peu d'énervement dans le marché qu'on avait besoin. Ouais, c'est le but. Ouais. Bon, un spécial épisode kernel ne serait pas son épisode kernel sans la partie IPOL IO Hearing avec Geoffroy qui nous explique combien les applications vont aller plus vite. C'est ça. Là, c'est une petite mise à jour de IPOL, du syscall IPOL TWait. Alors, pour le contexte, mettez-vous dans les années 90 ou début 2000 où quand on a une socket, on l'appelle régulièrement pour dire « t'as de la donnée, t'as de la donnée, t'as de la donnée, t'as de la donnée, t'as de la donnée ». Et on crame du CPU pour ça, et on a plusieurs threads, plusieurs process qui font ça, chacun sur leur socket en même temps, et c'est le bazar. Et du coup, on a eu d'abord Select et puis après IPOL, qui sont des syscalls qui permettent de dire, en fait, sur ces sockets-là, sur ces file descriptors-là, je veux être prévenu quand il y a un événement qui est, il y a de la donnée qu'on peut lire, ou les buffers de sortie sont vides, donc maintenant on peut écrire dessus, ou la socket a fermé, ou des choses comme ça, ce qui permet de faire des serveurs notamment bien performants. Et IPOL-Wait, c'est le syscall qui permettait de dire, préviens-moi quand il y a des événements sur une des sockets que je t'ai dit là.
et avec un timeout qui était à une résolution à la milliseconde. Il s'était dit à l'époque que c'était largement suffisant, mais en fait, il y a des gens qui ont besoin de perf et qui se sont dit, on aimerait bien pouvoir faire un Hipple Wait qui dure moins d'une milliseconde, et donc là, on a un Hipple P-Wait qui a une résolution à la nanoseconde. Ce qui apparemment demandait un peu de taf, hein, le kernel n'était pas hyper fait pour ça, mais ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir avoir vraiment une résolution beaucoup plus réduite comme ça. Et derrière ça, effectivement, il y a Hipple et il y a IOU-Ring qui vient et qui va tout remplacer, tout sauver et apporter de la perf à tout le monde, parce que c'est un moyen de dire au kernel, en fait, plutôt que tu me préviennes quand je peux faire une opération sur ce socket, c'est je t'envoie, tiens, je veux lire sur tel socket, je te file le buffer dans lequel tu lis la donnée, je veux écrire le contenu de tel autre buffer sur cette socket-là, tiens, ouvre-moi un fichier qui a ce chemin-là, tiens. Alors maintenant, on a des nouvelles fonctionnalités dans le kernel, dans cette version-là, qui permettent de renommer des fichiers ou de les supprimer. Donc on peut faire ce genre d'opération-là, et en fait, on met toutes ces opérations dans une queue, puis on envoie ça au kernel, et il dit, vas-y, préviens-moi quand c'est fini, voilà. Et notamment, on peut avoir des suites d'opérations. Par exemple, on fait un connect d'une socket et puis on fait un link avec l'opération suivante qui va être écrit le contenu de ce buffer. Et du coup, si la première opération est passée, on va passer la seconde aussi en même temps. Et tout ça sera fait en un seul syscall. C'est-à-dire que du point de vue du soft, on n'a pas à faire une série d'opérations. C'est le kernel qui va faire tout ça d'un coup. Et dans la queue de retour, on aura s'il y a eu une erreur ou pas, on aura eu les retours des opérations, etc. Et ça niveau perf, ça pulse bien, ouais. Donc ce qui est intéressant avec IOU-Ring et ce qu'on voit en fait à chaque épisode kernel, c'est que au fur et à mesure, plein de syscalls, plein de nouvelles features sont en train de passer en opération IOU-Ring. C'est-à-dire qu'on peut les appeler normalement comme avant, mais on peut aussi en faire des opérations qui peuvent être batch comme ça, quoi. Si je dis pas de bêtises, en plus maintenant on peut faire carrément des syscalls dans IOU-Ring, du coup on queue direct un batch de syscalls en appelant juste une fois IOU-Ring, et du coup ça fait beaucoup moins de context switch et ça rend les syscalls asynchrones finalement. C'est ça. C'est ça, c'est préviens-moi quand ces syscalls seront faits, et il y a une queue, et t'as une queue d'entrée et t'as une queue de sortie pour les opérations qui sont finies, quoi. Il y a un système comme ça a des limites, bien sûr. Tu peux pas avoir 50 millions d'opérations en cours, mais tu peux avoir plusieurs queues selon les process, tu vas avoir des choses comme ça. Donc c'est au final très très flexible en fait. Ouais, nous on est très très fan côté Intel d'IOU-Ring, on n'arrête pas de contribuer dessus. On avait pas mal de techno de stockage qui étaient un peu contraintes justement par l'IBIO et toutes les anciennes approches. Et en termes de perf, ouais, c'est juste impressionnant. On parle des Optane ici, c'est ça? Ouais, la techno 3D Crosspoint qu'on a développée effectivement en termes de sto. Aujourd'hui, ça a une latence excessivement basse par rapport aux technologies traditionnelles de SSD, et c'était pas toujours bien exposé dans le Linux kernel. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça permet d'utiliser moins de cœur, ça permet d'avoir plus de perf, d'avoir une latence plus basse, d'avoir un throughput plus élevé. Ça a beaucoup d'avantages sur le stockage. Les IO, on parle de x2 au minimum, juste en changeant la ligne. Donc, c'est pareil. Et si, faut noter pour les gens qui écoutent, si c'est pas votre tasse de thé d'aller faire des syscalls, pourquoi vous écoutez le podcast kernel par contre, je sais pas, mais si c'est pas votre tasse de thé d'aller faire des syscalls à la main, en fait, dans la plupart des langages maintenant, tous les trucs à runtime, il y a des gens qui sont en train de bosser sur intégrer du IOU-Ring quelque part. C'est tellement intéressant que va y en avoir partout, quoi. Ouais. Dans les DB, il va y en avoir. Partout, on va récupérer du IOU-Ring. Pour moi, c'est évident. Je vois qu'on l'a pas nécessairement mis dans nos notes de l'épisode, mais puisqu'on est en train de parler des IO, ça me fait penser au réseau. Autant il n'y a pas grand-chose qui m'a excité sur le côté réseau, sauf un truc sur la buzziness, sur un API qui avait l'air vaguement intéressant, mais je suis tellement loin de ces problèmes-là que je me suis pas tellement posé dessus. Par contre, en vrai, on pourrait faire des épisodes spéciaux BPF Release. Il y a eu plein de nouveaux trucs dans BPF, comme à chaque fois, en fait. Mais il n'y a rien qui, ce coup-ci, nous a donné envie d'en parler. Mais voilà, comme d'hab, il y a eu la livraison de bidule BPF qui ont débarqué. Donc BPF, je vous rappelle, c'est
C'est le système qui permet de faire du networking dans une machine virtuelle intégrée au kernel. Enfin, Et du tracing et plein d'autres trucs. Et ce que je sais plus si j'ai mentionné dans un précédent podcast, mais effectivement, c'est très utilisé dans tout ce qui est écosystème, conteneurs, Kubernetes, etc. parce que ça permet d'aller faire des opérations un peu plus côté kernel sans avoir à chercher des modules dans tous les sens. Donc c'est plein de petits programmes qui modifient un peu le comportement, qui changent tes paquets, qui permettent de tracer des trucs sans aller mettre tes gros doigts dans le kernel. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour de l'admin. Je pense que c'est le moment où on va reparler de notre ami TLS. Yep. Kernel TLS, peut-être réexplique ce qu'est Kernel TLS, peut-être. Alors, kernel TLS, c'est une vieille idée. Je crois que la première fois que j'avais vu passer ce genre de truc, c'était dans FreeBSD qu'ils en faisaient. C'était pour... En fait, l'idée, c'est d'avoir... On a des sockets, on peut, côté Isurland, créer une socket TCP, par exemple, et on lit, on écrit dessus, mais c'est une socket plain text. Et ce qu'on aimerait des fois, c'est pouvoir avoir une socket, derrière, c'est du TLS, mais de manière complètement transparente. C'est-à-dire, j'ouvre ma socket vers tel serveur et j'écris dedans et ça va être derrière, c'est le kernel qui gère le TLS. Pourquoi on veut faire ça en fait? C'est parce qu'on a notamment des syscalls comme les slice, comme les sendfile. Sendfile, c'est un syscall qui permet de dire au kernel, prends-moi ce fichier-là, écris-moi sur cette socket-là. Et donc ça permet d'avoir de la bonne perf quand on fait un serveur web, c'est-à-dire que le client demande un fichier, et puis moi, au lieu d'aller lire le fichier, demander au kernel de me lire le fichier dans un buffer, puis après d'écrire ce buffer-là dans la socket, je dis au kernel, prends le fichier, dump-moi ça sur cette socket-là, et puis on n'en parle plus. Ça, c'est un truc qui est très cool, sauf que ça marche que en plain text. Si on voulait faire du TLS, le TLS devait être fait nécessairement en userland dans le serveur, et du coup, il fallait à nouveau lire le fichier, puis chiffrer ça, puis envoyer ça dans la socket, et puis voilà, et on perdait pas mal de perf. Et du coup, il y a eu cette idée-là, j'avais vu ça sur du FreeBSD à la base, avec une implément TLS dans le kernel, et donc du coup, on pouvait exposer une socket et faire du sendfile dessus, pareil, et ça allait faire du TLS directement. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant pour la perf. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'on on doit quand même avoir une implément TLS userland qui va s'occuper de faire le handshake TLS, c'est-à-dire l'établissement de la communication, négocier les algos, etc. Mais une fois que cette négociation est faite, on passe un certain nombre d'infos au kernel avec le file descriptor de la socket et il renvoie un nouveau file descriptor qui est celui d'une socket où il va gérer le TLS dedans. Et après, du coup, c'est complètement transparent, ça s'utilise comme une socket TCP normale. Et à la fin de la connexion TLS, il y a un paquet de choses comme ça, on va recevoir le socket close ou une erreur ou un truc comme ça, normal. Donc, c'est quelque chose de finalement très 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 pratique. Et j'ai bien envie de jouer avec ça, moi personnellement. Et là, ce qui sort, c'est qu'il y a de nouveaux algos qui sont ajoutés, notamment Chacha20, qui est un algo de StreamCipher, et Poly 1305, qui est un algo de Mac, qui sont des algos très performants. Je me demande, je sais pas regarder, mais cette feature, ça vient peut-être justement du fait que ces algos ont été ajoutés par le travail sur WireGuard et Zinc. Mais probablement, hein, c'est le même genre d'algorithme. Et voilà. Du coup, kernel TLS, ça va être très intéressant pour faire des serveurs performants. Il me semble que les algos étaient déjà dans la lib de crypto, mais avec le taf qui a été fait sur WireGuard, ça a été bien clean up et c'est devenu beaucoup plus utilisable. Et notamment, au-delà de je te passe l'input, je chope l'output, il y a toutes les primitives qui ont été exportées et dont il y avait peut-être besoin pour l'intégrer dans KTLS. Il y a juste après un truc où on n'est pas forcément hyper à l'aise, c'est ça a été tellement le bazar d'avoir des impléments TLS propres et qui soient pas bourrés de failles que mettre ça dans le kernel, c'est pour ça, c'est bien en fait que la partie handshake est quand même la plus dangereuse soit mise côté userland. Donc là, on peut mettre genre un petit rustls, un truc propre comme ça. Puis après, la partie plomberie, filer ça au kernel.
Ok. Bon, sinon, on va pouvoir bientôt chanter un requiem. On est tous sur l'idée. On en parlait au début, mais manifestement, on va peut-être réussir à se buter cette saloperie de ces groupes V1. En tout cas, il y a des bouts de ces groupes V1 qui commencent à disparaître, c'est ça? C'est ça. Du coup, il y a début 2020 à peu près, si je dis pas de bêtises, il y a ces groupes V2 qui a commencé à être de plus en plus utilisables en remplacement de ces groupes V1. Ces groupes V1, pour rappel, c'était... En gros, on pouvait monter plusieurs instances de ces groupes V1 et on disait, bah, ces process-là, ils sont gérés par cette instance de ces groupes et tout ça. Et ça pouvait très vite devenir le bazar entre OK, mais ce montage de ces groupes, il a accès à combien de pourcents du CPU, celui-là à combien d'autres pourcents. Et au sein d'un même ces groupes, répartir les ressources disponibles entre les process, c'était simple. Répartir l'intégralité des ressources disponibles entre les différents montages de ces groupes, là par contre, c'était toujours très ambigu et c'était très sujet à problème. L'idée de ces groupes V2, c'était du coup de tout uniformiser dans un seul gestionnaire de ces groupes qui, lui, derrière, s'occupe de répartir comme il faut toutes les ressources et tous les contrôles à des sous-arbres. Voilà. Ça a demandé un certain nombre de restructurations, de réécriture, etc. Ça a été un travail de longue haleine et progressivement, du coup, quand c'est devenu vraiment utilisable, les différents trucs qu'utilisaient ces groupes, entre autres systemd pour ne citer que lui, parce que c'est sur les systèmes modernes, c'est lui qui s'occupe justement de gérer l'arbre principal de ces groupes V2 maintenant. Donc ça a été porté progressivement sur ça. Un des trucs qui bloquait un peu tout le monde dans le passé avec au moins un mode hybride avec un support de ces groupes V1 dans un coin, c'était Docker. Docker qui ne supportait que ces groupes V1. Il s'avère que là, en début d'année, ils ont enfin sorti une version qui supporte les C groupes V2 en déléguant du coup le traitement des C groupes à systemd ou à, je sais plus comment il s'appelle, un autre gestionnaire de C groupes V2 pour les distributions qui n'utiliseraient pas systemd. Ça s'appelle genre C groupe 2 manager ou un truc comme ça. Du coup, maintenant que Docker a enfin franchi le pas et n'est plus bloqué en 2015, on peut commencer à faire du ménage et à du coup déprecate ces groupes V1. Là, ils ont commencé par déprecate du coup la partie de ces groupes qui s'occupent de la mémoire. Du coup, voilà, c'est une première étape vers maintenant que V2 est utilisable partout. Ça serait bien que si on pouvait gicler le V1 qui avait un certain nombre de problèmes d'architecture. Je pense qu'on est parti pour se taper 6 ou 7 versions du kernel avec du on a des precated, tac machin truc dans CGV1. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ça va être très progressif, je pense. On va arriver là dans la partie un peu plus les machins drôles. Donc, AVX 512 FP16. Ils sont jolis, non? Ouais, c'est sympathique, ouais, c'est très vendeur. Entre les noms de code et ce genre de choses, on fait des trucs sympas chez Intel. Ouais, pour faire simple, pour ceux qui regardent pas ça tous les jours de très près, sur les AVX, en fait, chez Intel, on a, et chez d'ailleurs tous les fabricants de CPU, on a les unités d'exécution de calcul traditionnelles, et on a aussi des unités qu'on appelle dites vectorielles. Donc, c'est tout simplement qu'on peut faire des opérations sur des grands vecteurs de données, sur lesquels on les compartimente en général avec différentes tailles. Par exemple, donc on prend un vecteur de 256 bits. Okay, on a 256 bits qu'on peut partitionner, par exemple, en plusieurs fois 32 bits, ok, et on charge ces données dans tous ces vecteurs de 32 bits, mais chargés sur un grand vecteur de 256. On en fait un deuxième, et puis on lui applique une opération, genre une multiplication, une addition. Après, il y a des instructions spéciales pour en faire deux d'un coup, et des choses comme ça. Donc, en gros, pour un grand vecteur, un deuxième grand vecteur chargé de plein de données, et puis on obtient le résultat. Ça permet on va dire, de paralléliser beaucoup les calculs.
Et par contre, c'est très lié au hardware. C'est-à-dire qu'un processeur qui supporte des grands registres de 256 bits supporte pas des 512. Par contre, évidemment, ceux qui supportent les 512 bits peuvent faire plus petit. Par contre, les unités de calcul à l'intérieur des microprocesseurs ne savent pas gérer toutes les tailles de données, ou alors quand ils les gèrent, ils ne sont pas de façon optimale. On peut charger 16 bits par exemple dans une valeur de 32, c'est possible, mais on perd de la place forcément. Donc là, en l'occurrence, sur les AVX 512, qui est le nom des registres 512 bits, on supporte le FP16, c'est-à-dire que c'est la capacité à stocker des unités de calcul, enfin des informations en virgule flottante, donc des nombres à virgule, sur 16 bits. Là où habituellement on était habitué plutôt sur du 32 bits, ou même dans le HPC, on était habitué à ce qu'on appelle la double précision, 64 bits. Donc il y a une tendance en ce moment à supporter des tailles de données de plus en plus petites, parce qu'évidemment déjà dans un registre de 512 bits, quand on en met on met jusqu'à par exemple 64 fois 8 bits à l'intérieur. Quand c'est des 32 bits, on en met plus que 16. Donc c'est 4 fois moins de data, 4 fois moins de calcul. Donc ça peut permettre de gagner du temps en termes de perf. Et donc il y a les 8 bits, le FP16, donc l'anti 8 bits, le floating point 16, le bifloat 16 aussi, qui sont très à la mode, depuis qu'il y a la grosse tendance autour de l'AI. Donc dans les AI, quand je dis AI, c'est au sens large. Hein, dans les AI, il y a le machine learning. Dans le machine learning, il y a le deep learning qui utilise des réseaux de neurones, donc ça simule en fait, on va dire pratiquement le fonctionnement du cerveau. On a des données en entrée, des données en sortie, et entre les deux, on a plein d'étages, on va dire, de calcul. Et ces étages de calcul, donc ces réseaux de neurones, ils sont quand on les a entraînés, en général, on les entraîne avec des précisions assez élevées. Donc, on parle de floating point 32 bits la plupart du temps. On les entraîne. Donc, on entraîne à reconnaître tout simplement un réseau de neurones. Le cas le plus classique, c'est je te donne des images et dis-moi si c'est des cookies à l'intérieur ou des têtes de chat. C'est un classique. Une fois qu'on a entraîné et que ce qu'on appelle l'accuracy est bonne, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître un grand nombre d'images de façon positive, comme quoi effectivement un chat est bien un chat et pas autre chose. On fait ce qu'on parle dans ce qu'on dit, c'est la partie inférence, c'est-à-dire qu'on reprend ce réseau de neurones et là cette fois-ci on lui dit vas-y, on te lance toutes les images et fais-nous de la reconnaissance, génère-nous les métadatas pour ces images-là. Et l'inférence, typiquement, on n'a pas besoin d'un niveau de précision souvent très élevé. On s'aperçoit que l'accuracy ne change pas beaucoup si on baisse le niveau de précision. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un réseau de neurones préentraîné et on va aller le modifier. On a plein d'outils pour ça, soit directement avec les frameworks classiques, genre TensorFlow, pour citer que le plus populaire, mais il y en a plein d'autres, hein, PyTorch, MXNet, Café, etc. On prend un réseau de neurones préentraîné et on va diminuer la précision justement des données à l'intérieur de ce réseau de neurones préentraîné, sans baisser l'accuracy, par contre en augmentant la performance de calcul. Et ça, c'est vrai pour tous les hardware. Hein. Je parle du CPU, parce qu'évidemment, chez Intel, on est très CPU, mais ça marche aussi sur les GPU, qui supportent aussi le FP16 aujourd'hui pour la plupart des GPU. Et donc, du coup, en baissant cette précision dans le réseau de neurones, on utilise donc la capacité de calcul du hardware, GPU, CPU, et on peut faire de l'inférence de façon beaucoup plus rapide. Quand je dis beaucoup plus, c'est-à-dire c'est sensiblement, enfin sur un proc par exemple, nous là, chez Intel, les Intuit, on les supporte depuis les processeurs Cascade qui sont sortis de mémoire en 2019. Aujourd'hui, tu peux faire d'inférence jusqu'à à peu près on prend par exemple un dataset comme ImageNet, un réseau de neurones comme ResNet 50 qui est très populaire, très vieux maintenant, enfin, entre guillemets maintenant, vieux. On fait quasiment du 4x quoi. D'ailleurs, le même proc, on touche à rien, on lui dit t'arrêtes d'utiliser le FP32, tu passes à 8x, à l'anti 8 bits, et tu fais du 4x sans perdre d'accuracy ou presque. Quand je dis presque, c'est dans les 0 n%, quoi, c'est pas grand chose. Donc c'est impressionnant. ouais, il y a pas mal de gens qui font de la recherche là-dessus parce qu'en fait, pour gagner de la perf sur l'AI et dans le deep learning en particulier, il y a plein de techniques. Celle-là, c'en est une importante. Donc ça s'appelle, dans le monde de l'AI, ça s'appelle la quantisation. Donc tu reprends les étages du réseau de neurones et tu réduis leur précision sur des données plus petites. Et il y en a un autre aussi, c'est ce qu'on appelle le pruning. C'est tout simplement, tu regardes les liens entre les réseaux de neurones et tu regardes ceux qui sont vraiment utiles et pas utiles et tu les vires. Donc entre un réseau de neurones de base, sortie brute de fonderie après entraînement et une version bien prunée, bien quantisée, bien optimisée même sur processeur ou sur GPU, tu as des écarts de perf. Nous, j'ai fait un white paper l'année dernière avec un gars qui finissait ses études. On est passé brute de fonderie, tu prends TensorFlow, tu l'installes, tu fais une inférence sur un dataset d'ImageNet, on était à 90 images par seconde sur un gros biproc qui coûtait une fortune. Autant dire pas terrible du tout, quoi. On l'a bien optimisé, on a bien fait comme il fallait. À la fin, bien piné avec NumaCTL, typiquement les process, lancer plusieurs process en parallèle, faisant les choses bien. On est monté à plus de 1700 images par seconde.
Donc tu vois, c'est le gouffre est quantique. Donc du coup, les précisions pour revenir sur l'annonce du support des AVX, des AVX 512 FP16, c'est juste dans la continuité. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus les hardware, en particulier CPU, CPU au sens large, vont supporter des types de précisions différentes, justement pour pouvoir soit gagner en perf, en perdant un peu d'accuracy, ou au contraire en gardant un petit peu entre les deux. Donc les TPU de Google, typiquement, ce sont eux qui ont introduit le Brain Float 16, donc le bfloat 16. Donc ça fait partie des tendances dans tous les équipementiers de hardware, GPU, CPU, ASIC, accélérateur, etc., de supporter l'Intuit, le bfloat 16 et ce genre de choses de plus en plus. On va arriver au moment où on fait plus que les trucs drôles. J'aime bien à chaque fois parcourir les releases et t'as toujours des trucs marrants. Là, t'as notamment sur la ThinkPad ACPI un simple message qui dit genre on a ajouté le support du second ventilateur du laptop. Et là, tu sais, tu sens le malheur de genre, tu sais, avec un laptop qui allait systématiquement taper le mur du chaud, tu vois. J'ai un ThinkPad, je me sens concerné d'un coup, c'est vachement bien. C'est un P1 Gen 3 dans le cas présent. En plus, celui-là, c'en est un avec genre le GPU Intel plus Nvidia, donc là aussi, tu as besoin de pouvoir souffler un peu, quoi. Ouais. Si tu veux utiliser ton Nvidia. Ou alors, tu fais cuire des œufs. Ça a été fait dans le passé, c'est vrai. Peut-être pas sur des laptops, mais au moins sur des desktops. Non, bah, après, c'est bien parce que genre, tu sais qu'au fur et à mesure de la vie de ton laptop, il peut s'améliorer, en fait. Ah, mais c'est ça qui est beau. Mais c'est surtout, tu te dis, genre, il y a des gens qui ont dû pleurer 2 minutes quand même dans cette histoire pour une connerie. Dans les autres trucs un peu drôles, il y a eu le support des Guitar Hero PS3 Wii U dongle qui sont à présent supportés dans le système Linux. Et j'ai pensé à toi, Quentin. Je sais pas ce que tu pourras en faire. Hein. Note, j'ai toujours pas d'idée de quoi en faire, mais maintenant ils sont supportés. Il y a le modèle Wii U par hasard, non? Parce que Ouais, il y a le modèle Guitar Wii U. Hero sur Wii U. Ah, trop fort, faut que j'essaye. T'as le PS3 et le Wii U qui sont supportés, donc a priori tu peux en faire un truc. Prépare les Donc je conférences peux de l'an dépluguer prochain. celui de mon Wii U et le coller sur mon PC. Très bon, j'aime beaucoup. Prépare tes confs de l'an prochain. Et un tout petit peu moins dans les conneries, il y a eu un gros boulot de fait sur la capacité à inhiber des input devices. Et en fait, dans les input devices, notamment, vous allez avoir tout ce qui est toutes les tablettes à la con, vous savez, genre ZenBook machin, où vous pouvez attraper le bidule, le retourner, vous en servir comme tablette, sauf qu'il a un clavier et tout. Maintenant, il y a tout un framework et un système qui vous permet de faire en sorte que quand vous le posez sur vos genoux, le clavier en fait derrière soit neutralisé, et le touchpad soit neutralisé, ce qui fait que vous n'êtes pas en train d'appuyer sur votre clavier. C'est con, hein, mais sur ce genre de device qui sont pensés pour être flexibles, que tu tournes, que tu machin, que tu bidules, la capacité à, je pense, supprimer des fois les touches du clavier, ça peut changer la vie, je pense, de plein de cas. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le kernel. Quelqu'un rajoute quelque chose à rajouter ou non? On est bien? Bon, bah continuons avec les sujets marrants. La release 2.33 de la glibc. Donc début février. Rapidement, la glibc, c'est une release tous les 6 mois. C'est un volume de contributeurs compris à chaque fois entre 60 et 100 contributeurs. Et donc là, donc c'est la 2.33. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Marco, pour commencer, je crois que tu avais un rant en disant genre il y a un truc qui t'a bien cassé les doigts. Alors, j'ai tendance à pousser les gens à update la glibc de façon assez eager en général. Là, pour celle-là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper au moment où elle est sortie because other reasons. Et je suis bien content de pas avoir eu le temps cette fois-ci parce que c'est la release la plus catastrophique depuis... C'était quelle année où on était allé au FOSDEM ensemble à Géal déjà? C'était il y a longtemps. 2015? Ouais, un truc comme ça. Bah, ça doit faire 6-7 ans qu'il n'y avait pas eu une release de la glibc aussi catastrophique.
En gros, là, l'idée, c'est ils ont voulu ajouter, je sais pas si c'est pour des raisons de sécurité ou autre, mais un concept de ISA level. Donc, ça veut dire quoi déjà? Instruction Set Architecture level, où en gros, l'idée, c'est que la GIPC traque quel set d'instructions supporte ton proc, que ça soit pour des raisons de perf ou de sécu ou autre, je sais pas exactement les implications derrière. Tout ce que je sais, c'est que ils ont mal géré le découpage des différents niveaux d'instruction. Et du coup, parfois, par exemple, tu avais un Core i7 d'une certaine génération, et ça détectait juste, bah, c'est un Core i7, donc c'est ce niveau d'instruction. Et après, au runtime, bah, quand tu lançais n'importe quel logiciel, ça te disait, par exemple, je suis pas d'accord, moi je m'attends à avoir un niveau d'instruction 8, et là je suis sur un proc qui a un niveau d'instruction 4, je connais pas ça, moi je suis pas d'accord, du coup je crache. Et du coup tu pouvais plus lancer aucun logiciel, et t'étais content. Euh, du coup voilà, c'est pour les distros binaires type Ubuntu et compagnie, vu que de toute façon c'est compilé pour le lowest common denominator, c'est compilé pour les procs d'il y a 50 ans, donc le ISA level était de 0 en gros, donc à partir du moment où c'est un level plus haut, il s'en fout, c'est quand c'est un level plus bas que ça crachait. Donc ça se passait bien, mais pour les distros type Gentoo ou Exerbo et compagnie, c'est là où bah, ça a un peu cassé, ça a un peu tout cassé pour les gens qui l'ont essayé. Donc très rapidement, les gens de chez Gentoo notamment ont fait un petit patch pour désactiver la feature complètement. Depuis, ça a été corrigé a priori, mais voilà, ça a un peu cassé 2-3 systèmes sur le coup pour les gens qui l'ont essayé sur du source based. Voilà, ça c'était la partie rigolote que c'est toujours appréciable quand ton système ne fonctionne plus du tout après une update. Ah, mais par contre, il y a eu une partie positive avec un niveau loader. Il y a un nouveau linker qui est intéressant. C'est ça, à part casser tous les systèmes, ils ont apporté 2-3 autres features, comme le fait de pouvoir charger des librairies plus spécialisées justement pour le proc en cours. Par défaut, en fait, quand on va charger, genre, je sais pas, prenons une lib très commune, par exemple libz.so, qui est la lib de compression très standard. Il y a une variable d'environnement qui s'appelle LD Library Path, que comme le path pour les binaires, c'est une liste de dossiers, sauf que là c'est pour les bibliothèques à charger. Ça va prendre chaque dossier un par un, et après, en plus d'essayer de chercher libz.so par exemple dans le dossier que c'est en train de traiter, ça va d'abord chercher dans un certain set de sous-dossiers qui correspondent au processeur en cours pour voir est-ce que j'aurais pas un .so optimisé pour le proc sur lequel je tourne à charger avant de fallback sur le générique qui est dans le dossier en cours. Ce qui permet de ship des .so génériques et des .so spécialisés pour certains compilateurs dans un même système. Et du coup, au runtime, s'il y a un truc spécialisé qui existe, ça va l'utiliser, sinon ça va fallback sur le générique. Ce qui est plutôt cool quand tu veux uniformiser le déploiement de .so et que tu as une infrastructure un peu hétérogène au niveau des processeurs, etc. Voilà, donc ça c'est petite feature plutôt sympathique. Voilà. C'était pour te dire que c'est notamment ils ont ajouté le support de bon, pour ceux qui l'ont pas compris, j'ai découvert des différents niveaux d'instruction. Mais il n'y avait pas grand-chose sinon en vrai dans cette release 2.33. Et il y avait des mises à jour sur les dates et les heures, parce que c'est toujours l'enfer, les dates et les heures.
Hier, Intel a annoncé les Rocket Lake S processors. Je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Rocket Ace Lake Processors, on est d'accord que c'est plutôt des processeurs desktop que des processeurs serveurs. Ouais. Est-ce que t'es capable de nous en parler, ou toi qui ne fais que du serveur, t'es trop loin de ça? Je peux dire 2 mots, ouais, au moins. Ouais, Rocket Lake, effectivement, ouais, c'est le nom de code de la dernière génération. Côté Intel, c'est des processeurs. Alors, pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a ce qu'on appelle, on améliore de génération en génération ce qu'on appelle l'IPC, donc le nombre d'instructions par cycle. Donc à chaque tic d'horloge, les fameux gigahertz, en fait, le processeur est souvent capable de générer un certain nombre d'instructions. Et à chaque fois, tout le monde, c'est le jeu du monde du x86 et d'ailleurs de tous les procs en général, c'est d'augmenter le nombre d'instructions par cycle. Donc là, il y a un petit, c'est-à-dire que, en gros, tu as un cœur d'ancienne génération avec un cœur de nouvelle génération. Là, en l'occurrence, sur Rocket Lake, on va 19% plus rapidement, alors qu'on est à la même fréquence du proc. Donc ça, c'est le gros intérêt de l'IPC, c'est quand on est développeur et puis qu'on n'a pas toujours envie, ou le moins possible, c'est de faire du développement parallèle. C'est que ça, c'est entre guillemets, c'est gratuit, quoi. C'est-à-dire, c'est de la perte qui vient automatiquement sans rien faire à son code, à son logiciel. Bon, après, évidemment, il y a toujours le multithreading pour pouvoir gagner en perf. Et puis, on reviendra sur les vecteurs un de ces jours aussi là-dessus. On peut faire du vectoriel. Donc, un vrai développement performant sur Pros, c'est quand même pas si simple, hein. Il faut passer par toutes ces étapes-là pour arriver. Donc, Rocket Lake, c'est un proc qui manque juste à 8 cœurs. Aujourd'hui, c'est assez standard. On trouve du PCI Express Gen 4 dessus. Pas mal de lignes, on a rajouté. Et le proc peut venir aussi avec le fameux graphique intégré dont on parlait tout à l'heure. C'est le fameux DG1. Ah oui, dans le Donc X Graphics Architecture, là, le XE ouais, Graphics Architecture. le XI, ouais, absolument, ouais. Ouais. Donc le XI, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a différentes gammes. Et ça, c'est l'entrée de gamme. Intel commence par entre guillemets l'entrée de gamme, et puis on va accélérer sur les plus gros très prochainement. Donc ouais, donc Rocket Lake, c'est ça. C'est amélioré beaucoup au niveau de l'IPC. Le nombre de cœurs, c'est max 8 cœurs. On n'est pas encore très axé sur la concurrence dans cette gamme-là, en tout cas sur un nombre de cœurs plus élevé, la philosophie de la boîte, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à avoir des processeurs qui vont très vite en single thread ou pas beaucoup de threads, parce que beaucoup de jeux vidéo sont très liés à la latence en particulier. Donc, plus tu as de la mémoire performante, plus tu as des cœurs performants, et puis plus tu as ton image par seconde sur les jeux vidéo en particulier qui vont vite. C'est ça l'intérêt. Après, on pourrait contredire en disant ouais, mais moi je fais du Blender, je fais du rendu, je fais de la 3D, etc. Et là, le parallélisme, ça le fait bien, ou de vidéo encoding. Ouais, c'est vrai. Et pour ça, du coup, moi-même, j'irais peut-être pas recommander forcément ce type de proc. On a des procs plus costauds pour ça. D'ailleurs, on en avait un peu parlé, mais typiquement dans les procs Intel, pour s'y retrouver, une bonne astuce, c'est peut-être d'aller sur le site ark.intel.com. Ou juste chercher ARK sur Google, en général on tombe dessus. C'est la grosse base de données des procs. Et pour ceux qui voudraient s'y retrouver, je peux le faire en 2 secondes. En gros, on a les pros grand public. Donc là, c'est du Core i3, Core i5, Core i7. Et plus on monte en général, plus ils ont soit de nombre de cœurs, soit la fréquence mémoire est plus élevée, ce genre de choses. C'est souvent lié au nombre de cœurs. Après, on a les produits d'entrée de gamme, c'est-à-dire serveurs. On appelle les Xeon E. Pareil, c'est des petits single sockets avec 2 canaux mémoire. Et peut-être la façon la plus simple d'expliquer après les montées en gamme, c'est que plus le proc est haut dans la gamme d'Intel, et puis plus tu as de ce qu'on appelle de canaux mémoire. Donc plus tu peux avoir de barrettes de mémoire associées à chacun des procs. C'est une bonne façon de les trier. Le Xeon E, il a accès à 2 barrettes mémoire en parallèle. Les Xeon W qui sont un peu au-dessus, ils vont accéder entre 4 et 6. Et sur les prochaines générations, on va monter au-dessus de 6. Faut pas donner trop de détails. Et donc en termes de marketing, ça donne quoi? Donc Core en public, Xeon E pour les entrées de gamme, Xeon W pour les workstations milieu de gamme, et après les Xeon SP qui est la partie gros processeur qui fait du mono, bisocket. Et pour ceux qui en ont encore l'usage, c'est plus si fréquent que ça, mais il y en a encore, c'est qu'on peut faire du quadri-socket, voire même de l'octo-socket. Et même, il y a des boîtes qui font plus que ça, jusqu'à 32 sockets. Alors, quand je dis 32 sockets, c'est-à-dire qu'un operating system va avoir 32 CPU straight dans un serveur. J'avais bossé dessus il y a une époque, il y a un an et demi de ça, avec Scaleway. Ils en ont un, par exemple. Ils ont un gros octo-socket. Chacun des sockets ayant 28 cœurs. Donc, parfois, pour la multiplication, ça fait beaucoup de cœurs. Dans un seul operating system. Donc, c'est ça, les Xeon SP. C'est pour des processeurs comme ça.
Donc après, on pourrait rentrer dans la nomenclature, à savoir est-ce que c'est un bronze, un gold, un silver, etc. Bah, typiquement, plus on monte entre guillemets dans le premium, et puis plus le nombre de sockets supportés par le proc est important. C'est typiquement exactement là où on voit la différence. Donc il n'y a plus beaucoup d'applications, hein, pour être clair, qui utilisent beaucoup du multi-socket aujourd'hui. À une époque, moi je me rappelle, hein, je vais faire mon vieux, hein, je commence à l'être un peu. Il y avait des systèmes SGI, par exemple SGI, qui montaient jusqu'à 256 sockets, single OS, 256 sockets, donc des belles 256 machines. sockets? Ouais, c'était l'Altix UV, si je dis pas de bêtises. Ouais, il faudra le rechercher sur Google, celui-là. Ouais, 256 sockets en un seul operating system. Je t'explique la gestion des NUMA pour arriver à placer les process sur chacun des sockets, comment ça devait se passer. Ah ouais, tu devais être capable de foutre un bordel monumental dans tes perfs juste parce que t'avais booté sur le mauvais. Ah, tout à fait. Et encore aujourd'hui, à développer ce genre de serveur, c'est sport, je te le cache pas. Donc ouais. Mais bon, aujourd'hui, il y a des applications critiques comme par exemple la plus connue, c'est SAP avec leur base de données in-memory Sapana. Donc typiquement, eux gèrent ce qu'on appelle le NUMA, donc la gestion des processus bien alignés sur chacun des procs. Ils sont très bons là-dedans. Il y a des bases de données relationnelles aussi qui marchent très bien, des bases de données comme Oracle, pas toujours adoré pour sa tarification, mais quand même bien apprécié pour ses features et son historique. Et Clever typiquement, eux, ils sont Cloud. capables de scaler. Clever Cloud dans le système de Clever Virtu, Cloud. on utilise énormément de NUMA. Ouais, ça m'étonne pas. C'est important de gérer le NUMA correctement parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, les perfs, ça peut être tout ou rien quoi là-dessus. Il y a quelques épisodes du kernel, Julien, vous avez fait tout un exposé sur ce qu'était le NUMA. Donc je vous renvoie c'était peut-être il y a 2 épisodes spécial kernel. Je sais pas ce que t'en penses, Marco. Mais bref, un truc comme Ouais, ça. non, c'est important, ouais, effectivement. Et il y a encore d'avoir beaucoup de gens. Enfin, moi, je travaille évidemment avec des gros cloud service providers, et typiquement, c'est amusant de voir qu'on a de la demande de plus en plus là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que je m'attendais pas à un T4 qu'un gros CSP nous demande de l'octosocket ou du quadri. Typiquement, bah, ça revient parce qu'ils s'aperçoivent que les applications critiques des entreprises finissent par être nécessitent ce genre de machine, et du coup ils commencent à les intégrer, tu vois. Donc Scaleway par exemple a été très précurseur, et il y en a d'autres maintenant assez gros qui le font aussi. Donc voilà, donc à la base ta question était sur Rocket Lake, je suis désolé, j'ai un peu divergé, mais donc Non, voilà, c'est le mais dernier. moi je trouve ça bien parce que je pense que la lisibilité des specs processeurs, c'est un truc qui est hyper important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller dessus. Moi, ce que je vois sur Rocket League aussi, c'est que vous vous battez un peu sur le nombre de lanes PCIe, enfin PCI Express dedans, Ouais, j'ai l'impression, qui est quand ouais, même aujourd'hui nos le concurrents avaient mis gros le truc. doigt dedans. Ouais. Disons que, ils ont, enfin, la concurrence d'Intel qui est bien connue, je vais pas la citer là, mais tout le monde la connaît. Ils ont été rapides, ouais, sur le PC Express Gen 4 déjà. Donc le Gen, ça permet d'augmenter la bande passante. Hein. Le PC Express Gen 3, on était donc de mémoire sur 8 gigabits par ligne, donc 1 gigaoctet par seconde par ligne, sachant qu'une carte GPU, par exemple, ça a 16 lignes. Donc c'est 16 fois 1 giga, donc ça fait 16 gigaoctets par seconde en Gen 3. Mais dès que tu passes en Gen 4, c'est 2 fois 2. Donc tu as une carte 16X, tu passes à 32 gigaoctets par seconde. Et ça, Le encore Gen une 5 fois, qui a c'est été... vos IO, ce qui est probablement le truc le plus important pour avoir de la perf, y compris sur En votre fait, laptop. c'est toujours l'éternel problème, tu sais, c'est que d'un côté, en fait, il y a 3 axes sur un serveur. Il y a l'axe mémoire, donc tu augmentes la bande passante, donc du coup, ton processeur, il y a un moment, il va pas avoir assez de calcul, enfin de puissance, et par rapport à la bande passante, si tu augmentes beaucoup. Et puis d'un coup, tu t'aperçois que le compute, le processeur va accélérer, et donc du coup, c'est l'accès à la mémoire qui va bloquer. Mais t'as pareil dans l'autre sens, effectivement, c'est-à-dire que le processeur va discuter avec son GPU, va discuter avec sa carte réseau. Et à un moment, les cartes réseau qui vont par exemple accélérer très vite, ils vont passer au 100G, 200G, en ce moment c'est la norme même en Ethernet. Bah 100G, 200G, à ingurgiter dans le proc, à remettre dans la mémoire, faire tes processing, même avec DMA, etc. Bah ça va refaire un autre bottleneck. Donc c'est marrant, c'est que d'un seul coup, il y a les IO comme on dit, donc SSD, GPU, carte réseau, ils vont pousser d'un côté, après ils vont blinder la mémoire ça va pas tasser, donc c'est le CPU qui va accélérer, et c'est tout un bottleneck toujours à ces endroits-là. Donc en ce moment, ouais, les IO, il y avait une certaine contention, pas assez d'IO, et le nombre de lignes et ainsi que la vitesse du PCI en train d'accélérer de façon exponentielle. Le Gen 5, typiquement, qui va encore doubler la perte du Gen 4, arrive l'année prochaine, tu vois. Donc ça n'arrête pas. En tout cas, ouais. Moi, j'aime bien voir les nouveaux processeurs. Ça me fait plaisir. J'aime bien. C'est mon côté. J'aime les semi-conducteurs. Vous avez un truc à raconter là-dessus, Géal, Marco,
Les nouveaux Rocket Lake, non, vous en foutez? Ne se prononce pas. Petite news suivante, OpenJDK 16 est en train d'avancer et en fait la news c'est qu'OpenJDK 16 a commencé à mettre du CPP 14 à l'intérieur d'OpenJDK. Je trouvais ça intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent. CPP c'est un langage qui est pas souvent mis sur le devant de la scène, mais en fait entre la bible CPP que vous avez vue et les évolutions de CPP qui ont eu lieu, et notamment CPP 14, et si ma mémoire est bonne, il y a un CPP 17 aussi depuis, on commençait à bien avancer. Ouais. Juste, dis plutôt C++ parce que CPP, c'est autre chose. CPP, c'est C préprocesseur et c'est autre chose. Donc C++ 14 est arrivé en fait dans le JDK avec des trucs spécifiques à ça. Je trouvais que c'était intéressant comme nouvelle, surtout que si ma mémoire est bonne, chez Intel, vous êtes partie prenante de la gouvernance C++. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a, tu parlais des différentes versions de C++. Effectivement, il y a le C++ 11 qui est très historique, le 14, ensuite il y a le 17, il y a le 21 qui est en cours d'implémentation dans pas mal de compilos, et les specs du 23 effectivement sont en cours de définition en ce moment. Et ça rejoint chez vous tout un travail en cours également, parce que vous êtes en pleine migration en direction des LLVM, c'est ça? Ouais, bien vu, effectivement. Ouais, toujours dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure, OneAPI, c'est on vise une standardisation et surtout une ouverture de pas mal des langages et des specs. On va supporter effectivement toutes ces petites choses-là, absolument. C'est plus jusqu'à là en ce moment le 21, je crois qu'il y a même des bouts de code qui ont déjà été importés. Il y a aussi même tout ce qui est OpenMP, OpenMP5 en particulier. En ce moment, on est en train de faire des implémentations. La gouvernance, ouais. Enfin, on va pas parler de ce truc-là, c'est chiant. Non, enfin, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais bon, bref, c'est intéressant de voir CPP continue, enfin C++ continuer à évoluer. Ensuite, Sur OpenJDK 16, juste petit point du coup, c'est il y a une dynamique effectivement dans tout l'écosystème depuis Adopt OpenJDK principalement de modernisation un peu et de faire des releases plus souvent, de pousser les gens à arrêter de faire du Java 4, etc. Et c'est même plus Java 4 là maintenant qu'il faut tuer, c'est Java 6. Qui est un vrai problème. Ouais. Et autant là ils sont passés à C++ 14 qui n'a été release qu'il y a 7 ans, hein. C'est très moderne, n'est-il pas? Non, en vrai, je sais pas pourquoi ils sont pas passés direct au moins à C++ 17, à défaut du 21 qui est pas forcément encore toujours dispo partout. Parce que pour le coup, sur la partie Java de l'OpenJDK, de ce que j'ai compris, OpenJDK 16 a besoin d'OpenJDK 16 pour ce build. Du coup, ils se sont dit, ouais, vas-y, pour la partie Java, on va être Bleeding Edge, on va avoir besoin de ce self-bootstrap, on n'est même plus compatible avec la version 15 ou autre. Et sur la version C++, il reste sur une version du langage d'il y a 7 ans. Je sais pas, je comprends pas totalement les choix qui sont faits. Ce sont des développeurs Java, pas des développeurs C++, ça me paraît parfaitement cohérent. Ouais, à mon avis, il y a des histoires de licence de maintenance Tagada, de gens qui doivent maintenir avec une version anti-déluvienne de Red Hat, quelque chose. À mon avis, c'est... Enfin, je pense que quand on creuse, c'est ça. Bon, je pense qu'on arrive à la partie plus société de nos liens. Qui a dit troll de nos liens. Là, je vous ai mis un petit article de DHH. Donc, DHH, c'est le fondateur de 37 Signals, les mecs qui ont créé Ruby on Rails et Basecamp. Et en fait, ces gens-là ont fait quand même beaucoup de trucs cool. Et le dernier produit qu'ils ont lancé, c'est A.com, qui est un nouveau système de mail. Et en fait, il a fait un article que j'ai trouvé bien tourné, bien écrit et pédagogique sur Google. En fait, leur problème, c'est qu'ils ont
ils ont trop d'argent dans l'advertisement. En fait, ils souffrent de la digital petro curse, c'est-à-dire qu'en fait, ils font tellement d'argent dans l'advertising qu'à chaque fois qu'ils lancent un produit, ça fait jamais assez d'argent pour que ce soit satisfaisant. Et au lieu de réussir à prendre le temps d'aller dans la croissance de ce produit-là, bah, ils finissent par le buter. Et ça faisait référence aux X produits qui ont été butés. Là, c'était sur la fin de Stadia, enfin la demi-fin de Stadia, mais on sait tous où va Stadia. Enfin, il n'y a pas de personne ne se pose la question sur où va aller réellement Stadia. Il y a Google Pay qui est en train de couler aussi, alors que je pensais que Google Pay réussirait à tenir. Tout le monde sait ce qu'on entend à propos de Google Cloud, hein, où il y a quand même un certain nombre de... On sait qu'il y a guerre de VP en interne de Google pour la survie de ce truc. Et en fait, l'article est très intelligent sur le côté, bah, en fait, ces gens-là gagnent tellement d'argent sur autre chose qu'ils ont du mal à aller sur un autre marché. Et que, en fait, c'est Steve Jobs qui disait à propos des monopoles, que quand une boîte n'est plus en fait influencée par ses succès de ces nouveaux produits, mais qu'en fait ils vont juste glisser tranquillement dans le business d'aller chercher du revenu dans la data des gens. Et enfin, cet article est bien écrit. Moi, je vous recommandais de le lire. Je sais pas si ça vous fait réagir ou si vous avez des choses à dire à propos de cet article ou pas. Moi, il y a un truc qui peut être contrasté notamment avec Microsoft. Là-dessus, je trouve intéressant, c'est Microsoft, eux, ils ont pas peur d'aller se cramer sur des sujets. Ils lancent des trucs à droite à gauche, ils lancent du Zune, ils lancent du Silverlight, du machin. Et en fait, ouais, ils crament des produits, ils crament des idées. Mais en fait, ils finissent toujours par apprendre et relancer un truc après. Et derrière, on se retrouve avec des expériences qui sont meilleures, des meilleurs produits. Et c'est pas juste, bon, on lance un machin, puis en fait, au bout de 6 mois, l'équipe qui bossait dessus passe en maintenance, et puis comme il n'y a plus moyen de promotion en interne si t'es sur un produit qui est prêt à mourir, bah plus personne s'y intéresse. Il y a plus une stratégie, je trouve, alors qu'effectivement Google ils ont du mal à rester motivés sur quelque chose. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à investir parce que la politique en interne fait que bah politiquement, c'est quand même pas intéressant d'aller taper la montée d'un marché pendant 10 ans, où parfois c'est compliqué, quoi. Et donc, tu vois les projets se faire buter les uns après les autres. Là, t'as l'URL shortener dans ce mois-ci. C'est l'URL shortener, le Go, qui est dégagé. C'est Google Cardboard aussi qui a dégagé. Enfin, voilà. Mais vous savez, enfin, à partir du moment où, quand dans votre boîte, il y a un site entier qui existe uniquement pour dire tous les services que vous butez et qu'il y a des entrées genre annuelles et mensuelles là-dessus, hein, le fameux Kill by Google, il n'est pas totalement sorti du sac. Ouais, en fait, je suis pas certain que le fait que des produits internes chez Google soient tués dépendent tant que ça du marché qu'ils arrivent à obtenir derrière. Genre, on dit toujours, oui, bah, si c'est du Google, faut absolument que ça fasse 10 millions d'utilisateurs tout de suite pour que ça marche. Mais t'as probablement beaucoup de problèmes de ce projet a été phagocyté en interne par un autre. Il y a eu un grand truc à l'époque de Google Plus où fallait mettre du Google Plus dans tous les produits, sinon le produit était mis de côté, quoi. Parce que le truc avait une telle emprise sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur que si tu rentrais pas dans Google Plus, t'étais fini. Quitte à buter le seul réseau social qu'ils avaient qui marchait. Google Reader, Voilà. si tu nous entends. Quitte à buter Google Plus après aussi. Enfin, genre, je dirais, ils sont pas à ça près non plus, quoi. Mais la politique interne chez Google, ça doit être quelque chose de terrible, quoi. Ouais, dans toutes les grosses boîtes, il y a un peu ce genre de phénomène, je peux en parler, hein. On s'est un peu concerné parfois. Tu peux nous parler d'Itanium? Très bon processeur, en demeurant. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Une fois, j'étais en conférence de presse et il y avait un gars qui avait commencé à effectivement nous charrier sur Itanium. Et le gars, il a commencé à expliquer qu'à une époque, Itanium, dans sa belle époque, ça rapportait quand même 4 milliards à l'année par Intel tout de même. Alors, il y en a beaucoup qui se moquent du proc, mais en termes de revenus, et c'était un peu mon point que j'allais aborder, c'était pas mal du tout. Il y en a encore quelques-uns qui tournent d'ailleurs.
Mais, mais merci pour la joke, je la prends, je l'aime. Ouais, non, dans les grosses boîtes, c'est vrai qu'il y a quand même un côté très fort PNL, quoi. Le profit and loss, c'est quand même un concept important, et c'est vrai qu'on a toutes les grosses sociétés, on est passé assez facilement à la planche à secousse. Et en particulier, quand il y a des réorgs et des sortes de choses, tout le monde repasse à la planche à secousse plusieurs fois pour voir si le projet sur lequel tu travailles, il est rentable ou pas, quoi. Et puis, je pense que vous n'êtes pas les derniers à le savoir. C'est dès qu'on commence à vouloir développer quoi que ce soit, il faut que ça s'inscrive dans le long terme. Ça demande des investissements humains importants, avec des coûts importants associés. C'est parfois difficile de trouver la nouvelle cash cow, comme on dit parfois, de trouver celle qui va générer beaucoup d'argent, qui va être extrêmement profitable, et surtout quand effectivement, quand chez Google ou chez Intel ou chez d'autres, t'as entre guillemets, t'as un business model qui est basé sur des fondamentaux qui marchent bien, qui sont très profitables, et pour trouver quelque chose de nouveau qui fasse la même chose, c'est loin d'être évident. Donc ils veulent bien te donner ta chance en général, mais t'as intérêt effectivement à aller vite, quoi, dans le succès, quoi. Sinon, il est loin d'être le cas. Je crois que chez Clever Cloud, vous savez aussi bien que moi, ça prend du temps. Tout prend du temps. Bah, sinon, ils rachètent. Chez Google, ce qui a bien marché, Android, YouTube, etc., c'était des rachats. C'est vrai. Après, il y a le problème de l'intégration des rachats, tu vois. Ah bah, YouTube, ils ont été intégrés. Ils sont toujours arrangés pour garder leur bâtiment, leur belle toilette à eux, etc. Enfin, c'est la légende là-dessus que, voilà, ils n'avaient pas le même traitement parce que ça avait été négocié à l'intégration, quoi. Ouais. Et je pense que c'est la clé du succès des intégrations. Personnellement, moi, je l'ai vécu beaucoup, nous aussi, côté Intel. On a racheté pas mal de boîtes, Habana, Nervana, etc., sur de l'AI et tout ça. Pour le moment, les rachats les plus successful, c'est bizarre, c'est quand il y en et maintenant, ça paraît logique avec le temps, c'est que ce sont ceux qui restent complètement séparés. Typiquement, pour donner une idée, Habana, qui est une société qui fait de l'AI chez Intel, on l'a gardé à part. Ils ont leur domaine, même le domaine informatique au niveau IT, leur domaine est resté séparé. Les adresses email sont séparées, la culture est restée séparée, et c'est souvent là que ça marche le mieux, en fait, bizarrement, parce que quand tu commences à prendre une société qui est assez agile tout de même, en général, c'est rare que tu rachètes une société qui a le même chiffre d'affaires que toi. C'est une culture différente, et bizarrement, souvent, les cultures se mélangent pas, ou en tout cas influencent négativement. J'ai trouvé les autres. Tu installes des process, des lourdeurs, des philosophies, des choses, etc., qui matchent pas avec l'agilité d'une société qui a un mindset différent. Et bizarrement, ça marche mieux quand tu les gardes dans le même, dans la grande coupelle, mais que tu sépares quand même les effectifs, ça marche mieux. Mais c'est pas universel, hein. Mais... C'est en fait, enfin après c'est aussi comme ça que tu construis des trucs successful en réussissant à leur maintenir leur innovation. Enfin par exemple, beaucoup de gens ne savent pas, mais un moteur de jeu comme Avoc, qui a été utilisé par plein de jeux vidéo. Genre de physique, ça, ouais. Ouais, il faisait de la 3D, de la physique et compagnie, ou même du rendu texture de vêtements ou de cheveux. C'est un moteur de jeu il y avait enfin non, c'était pas open source, c'était du shareware ou un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus de la licence, mais un truc comme Avoc qui a même été utilisé pour faire du rendering de films. Si ma mémoire est bonne, il y en avait dans Matrix ou un des épisodes de Matrix ou un truc comme ça. Avoc, en fait, à une époque, c'était Intel. Et il me semble que vous l'avez vendu. Je sais plus à qui, mais il me semble que vous l'avez vendu. Ouais, parce que je me rappelle, effectivement, c'était très populaire à l'époque où c'était Valve qui l'utilisait dans Half-Life, en particulier sur les aspects physiques. C'est là où ils ont commencé beaucoup, mais ouais, tout à fait, ouais. Ouais, non, moi, je reste persuadé que il faut pas absorber des sociétés qui sont de dimensions et d'agilité différentes. En tout cas, tu peux les avoir dans la même entreprise, mais faut que les cultures restent séparées tout en se parlant en même temps. C'est là que ça marche mieux. Globalement, je pense que ce qui est important aussi, c'est j'ai un lien suivant, c'est moi qui vous le pousse. C'est l'ami Pierre Bessac qui a écrit un lien sur. Ouais. Juste avant. Je t'en prie. Juste avant, je t'ai hook un petit lien dans le backlog aussi, parce que tu parlais de DHH et c'est pas si récent que ça parce que je viens de voir que le tweet date de mai 2020, mais je l'ai vu popper récemment. C'est justement dans le cadre de Hey, ils ont ajouté un truc cool, c'est le
l'ORM utilisé par Rails qui s'appelle Active Record, ils ont ajouté un petit truc qui permet que en une petite ligne déclarative, tu actives le fait qu'un champ va être chiffré dans la base de données. Ah, c'est trop bien. Et il y a un faux sentiment de sécurité dans l'IT, c'est ouais, je veux du chiffrement at rest sur ma base de données, comme ça les données elles sont chiffrées, c'est trop cool, c'est sécurisé. Ouais, c'est chiffré quand la VM est éteinte. Quand la VM est allumée, la donnée elle est pas chiffrée, donc ça sert à rien ton truc. Le seul moyen de chiffrer de la donnée et de la sécuriser, c'est de la chiffrer avant de l'insérer dans la DB. Et du coup là, en une petite ligne dans ton modèle Rails, et ben ça sera magiquement chiffré et ta donnée sera vraiment sécurisée sur ta DB. Voilà, c'était je tiens à expliquer ce qu'il y a derrière le rant régulier de Marc-Antoine Perrenou à propos du chiffrement at rest. C'est que j'ai personnellement été demandé à Marc-Antoine Perrenou d'ajouter le chiffrement at rest de toutes les DB dans Clever Cloud, ce qui l'a gonflé, ce à quoi il a tenté de m'expliquer 20 fois que ça ne servait à rien, ce à quoi je lui ai dit je suis d'accord, et j'ai fini par le mettre face au mec qui fait la qualité réglementaire chez Clever Cloud en lui disant est-ce que tu peux lui expliquer pourquoi tu as besoin du chiffrement à adresse, et Thibaut lui a fait en fait quand je remplis l'Excel des mecs de la sécu de la grosse boîte, là il faut que je mette une coche verte. Tout le monde sait que c'est débile, on est tous d'accord sur le fait que c'est débile, mais moi faut que je mette une coche verte là, sinon on vend pas. Alors, est-ce que tu peux me foutre mon putain de chiffrement at rest? Et à chaque fois, Marc-Antoine est là, mais ça sert à rien. Oui, on est tous d'accord. Mais j'ai besoin de mettre une coche verte dans le document Excel de la boîte de sécu Tartampion. Donc, whatever, tu vois. Il y a un paquet de points de compliance comme ça où finalement, même si on n'a pas envie, c'est plus simple d'aller le faire que d'aller argumenter 50 fois à chaque fois. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais ce qui est intéressant là sur l'Active Record, là, sur cette feature-là, c'est que ils permettent aussi d'avoir un chiffrement déterministe. C'est-à-dire qu'on peut avoir la donnée chiffrée et si tu écris Totopouette dans ta valeur, eh ben si c'est le truc de base, c'est pas déterministe, donc à chaque fois en fait la donnée chiffrée aura l'air d'un truc complètement différent, complètement aléatoire. Mais tu peux aussi t'arranger pour mettre en déterministe, et donc dans ce cas, Totopouette, ça chiffrera toujours vers exactement la même valeur. Ce qui fait que derrière, tu peux indexer ta colonne, tu peux faire des recherches dessus sur de l'égalité, tu peux faire des choses comme ça. C'est-à-dire, cherche-moi la colonne dont il y a telle valeur à tel endroit qui est chiffrée. En fait, ce que tu envoies à la DB, c'est la donnée chiffrée de ce que tu recherches, et il saura te le trouver. Alors, il y a effectivement des fuites d'infos qui sont liées à ça. C'est-à-dire, tu sais que telle ligne, elles ont la même valeur à tel endroit, mais tu peux t'en servir justement pour faire des recherches plus précises, pour une utilisation un peu plus fine de la DB. Donc c'est plutôt bien pensé comme feature. Lien suivant ou on se refait un point là-dessus? On peut. Non, on peut. Lien suivant, donc l'ami Pierre Bessac a écrit un article sur l'impact environnemental corrélé au volume de données, et comme quoi c'était une imposture intellectuelle. Si vous ne suivez pas ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment dans la loi climat, on a un certain nombre de gens qui essayent de pousser des contraintes à l'informatique en disant on va vous forcer à mesurer la quantité de données qui passent par le réseau et en déduire du CO2 que vous produisez. Et en fait, on n'est pas tellement d'accord avec ça, parce qu'en fait, le calcul que vous allez produire n'est en rien lié à la quantité de data qui va transiter dans le réseau. Et en plus, le data dans le réseau ne coûte rien. Et en fait, c'est une histoire de gens qui essayent de placer des cabinets de consulting en carbone qui sont là-dedans. Et donc, cet article est assez intéressant à lire et à diffuser parce que, en fait, si vous voulez, dans le monde du bâtiment, ils se sont déjà fait avoir sur l'environnemental. Donc, moi qui ai une boîte aussi dans le bâtiment, je peux vous en parler. Quand on construit un bâtiment et que tu es avec le promoteur, donc nous on est ce qu'on appelle les programmistes, c'est nous qui décidons ce qu'on va mettre dans le bâtiment. Il y a un certain nombre de gens autour de la table, dont il y a un Gus en costume cher, qui vient en général d'une boîte où ils sont payés cher, qui est le mec de l'environnemental. Et en fait, le mec de l'environnemental, très concrètement, il va donner le calcul environnemental du bâtiment. Et en fait, donc ce mec-là assiste à toutes les réunions, puis en général, c'est des belles boîtes qui sont bien développées. Je vous parle de boîtes qui font un double digit en millions d'euros avec quelques dizaines d'ingénieurs à chaque fois. Et en fait, ce mec-là, tu finis par faire au promoteur, non mais en fait, le mec de l'environnemental, pourquoi il dit rien dans les réunions et on s'en fout, il dit
Ah, mais en fait, lui, à la fin, je vais lui dire un chiffre, il va l'écrire dans un rapport et il va nous pondre 90 pages qui explique que ce chiffre-là est juste. Parce qu'en fait, c'est les mecs de l'environnemental, ils sont là pour se branler. Et ce qui nous pend au nez dans l'informatique, c'est la même chose, c'est-à-dire une taxe de bureaucratie pure. Et c'est pour ça qu'en tant qu'ingénieur, il faut qu'on fasse un tout petit peu attention à ce qui nous arrive. J'ai pas dit qu'il fallait pas moins consommer. Hein. La préoccupation environnementale, c'est entre autres pour ça qu'on a créé Clever. On a créé Clever pour utiliser mieux les serveurs, plus souvent, et des vieux serveurs aussi. Désolé Stan, parce que du coup, on n'achète pas toujours des nouveaux processeurs. Hein. On va tendance à aller jusqu'au bout et brûler les processeurs jusqu'au bout. Quand je dis brûler les processeurs, hein, je veux dire les user. Hein. Je suis pas nécessairement dans une vision strasbourgeoise du brûlage du CPU. Et du coup, j'avoue, c'était méchant. Et du coup, l'idée, elle est que derrière, en fait, faut qu'on fasse mieux. Et en tant qu'ingénieur, c'est le moment de vous impliquer un tout petit peu dans ces choix-là et d'en parler autour de vous et de faire de la pédagogie, parce que sinon, on va se retrouver avec des contraintes hallucinantes dans notre métier qui n'auront aucun impact écologique concret, voire des impacts écologiques négatifs. Et alors que il y a plein de choses très positives à faire, quoi. Donc, je vous recommande la lecture de cet article-là et de vous préoccuper 2 minutes de ce problème. Ouais, néanmoins, c'est vrai que c'est un problème qui devient, enfin pas un problème, on va dire une question qui se pose de plus en plus. Hein, tout ce qui est, c'est marrant, c'est un peu le retour du Green IT d'une façon un peu différente, mais ça se pose de plus en plus. Nous, on le voit au niveau même des réponses à appel d'offres, même sur des gros clusters HPC par exemple. Les gars nous posent la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous fournissez qu'est-ce que vous pouvez déjà donner, quel est le taux de carbone qui a été utilisé par exemple pour faire un processeur, le taux de carbone qui serait potentiellement utilisé pendant sa durée de vie. Et on voit même des appels d'offres où les gars ils nous disent il va falloir vous, monsieur Intel, ou vous l'équipementier, donc l'OEM en général. On peut lui dire, mais faut que tu me fasses un rapport tous les ans de comment tu as fait pour améliorer ton footprint en CO2, qu'est-ce que tu as fait au point de vue ton infrastructure, des services que tu nous as délivrés, l'infogérance, etc., etc. Donc ça devient quand même quelque chose qui prend forme maintenant. Il y a une vraie question autour de ça. Ouais, j'ai un gros problème avec la mesure en carbone. C'est quand même très compliqué de faire des mesures en carbone qui ressemblent à quelque chose de scientifique. Tout à fait. C'est là, tu mets le doigt dessus. Ouais. Et je vois monter une bureaucratie monumentale. Et en fait, le truc, c'est que même si tu es une petite boîte, enfin, nous, concrètement, les grosses boîtes viennent nous voir avec, on voudrait votre rapport RSE, machin. Ouais, mais nous, on n'est pas obligé de la faire. On n'est pas 500 personnes et cotés en bourse. Ah ouais, mais nous, il nous le faut parce qu'on est obligé, tagada. Et tu te retrouves à faire de la bureaucratie. Là, en ce moment, ça occupe 2 personnes chez moi full time. Hein. Donc, est-ce que c'est le retour du Green IT ou est-ce que c'est le retour du Grid RT On va peut-être faire un peu moins de blockchain déjà, peut-être pour commencer, non? Je troll un peu là. Ok, bon bah enfin, je vous invite à aller lire cet article et puis surtout n'hésitez pas à nous ping sur le sujet. Sachez qu'en tout cas chez Clever c'est une préoccupation et on essaye de l'aborder comme des ingénieurs et pas comme des bureaucrates. Point suivant, je vous ai mis également un petit article. Alors c'est un article, soyons clairs, c'est un article chinois. Hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un article qui parle de l'histoire de TSMC. Et globalement de la guerre TSMC-Samsung qui a eu lieu. C'est un article assez long. C'est assez intéressant dans un contexte mondial où les semi-conducteurs sont une guerre. En plus, chez les fondeurs américains, ça va être la vraie guerre. Nvidia est en train de racheter ARM, ils ont racheté Mellanox. Ça fait qu'ils sortent clairement du secteur juste du GPU. Intel, comme on l'a vu, va sur le secteur du GPU. Apple décide de faire soi-même ses CPU qui sont plus des SoC que des CPU. Enfin, il y a une guerre globale sur le secteur du microconducteur dans un contexte de tension maximum. Hein. C'est-à-dire que vous avez des usines de voitures aujourd'hui dans le monde qui sont arrêtées et qui n'arrivent pas à produire de voitures parce qu'il leur manque des puces. C'est-à-dire que ce qui leur manque, c'est les puces, et c'est pas nécessairement les puces chères en plus, c'est juste, il leur manque les puces. Donc c'est un marché qui est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé l'article très intéressant. En plus, il est écrit avec un point de vue très asiatique, encore une fois. Je vais pas vous dire que je partage à 100% les conclusions qui sont très à la gloire de la Chine et du Parti communiste chinois et de comment la Chine
va runner sur tout le monde. Juste un point, je sais plus de combien est le plan de la Chine pour attraper le secteur des semi-conducteurs. Je crois qu'ils ont mis au point un plan de 100 milliards pour attaquer le secteur semi-conducteur. C'est un secteur dans lequel il va y avoir de la baston, donc ça va être drôle. Et du coup, j'espère qu'on réinvitera Stan à venir en parler. Mais c'est intéressant de lire cet article. Enfin, bizarrement, c'est un article où je suis même pas sûr qu'il y ait mention d'Intel dedans. Hein. Mais Toute petite, ouais, j'ai été chercher quand même pour voir ce qu'il disait. Ouais. Et effectivement, t'as raison, c'est très à la gloire de TSMC. Mais ouais, effectivement, la partie sur pour ceux qui ne savent pas, TSMC, c'est une société qui fait, on va dire, une fonderie. C'est-à-dire, ce sont eux qui fondent des transistors pour faire des composants. Et eux, leur spécialité, c'est qu'ils sont ouverts à tout le monde, qui est prêt à signer un contrat avec eux. Et en gros, tu arrives avec tes diagrammes, tes schémas de n'importe quoi, tu arrives avec des processeurs, des GPU, de l'accélérateur, etc. Tu leur dis, tiens, voilà les plans, et eux, ils te disent, bah, ouais, ok, c'est tel prix, telle quantité, telle échéance, etc., etc. Et ils vendent ainsi les puces, quoi. Mais Donc, eux, aujourd'hui, ils font c'est vraiment la prod, quoi. Ils font la prod ouais, des semi-conducteurs, quoi. exactement. Mais ils Eux, ne ils prennent le designent silicone, jamais le des tranches CPU. de non, tout à fait, ouais. Ils prennent vraiment les schémas, ils prennent des disques de silicium fondus, donc tu fais fondre du sable, tu en fais un gros cylindre. Ce gros cylindre, tu le tranches, donc tu as des wafers. En général, les wafers, c'est des sociétés spécialisées qui les font. Eux, ils prennent ces wafers, ils les mettent sur des chaînes et puis ils flashent, pour synthétiser, je vais pas rentrer dans le détail, mais ils flashent sur ces disques de silicium les schémas, des pros ou des GPU, etc. Ils le mettent dans un package, puis après, c'est quand c'est un fabricant de GPU, il le prend ce GPU packagé, il le met sur une carte et puis il fait le bundle et hop, il la met sur l'étagère, elle est prête à vendre. Donc TSMC, eux, ils ont une expertise que qu'Intel a aussi, c'est de faire des transistors de plus en plus petits parce que le transistor, c'est la base élémentaire de tous les composants de semi-conducteurs. Et plus ils sont petits, plus ils sont efficients, c'est-à-dire plus ils commutent vite, donc on a des gigahertz. Plus ils sont efficients, c'est-à-dire que moins ils chauffent, donc du coup on peut en mettre plus. Plus ils sont petits, plus on peut en mettre aussi sur une même surface beaucoup. Donc du coup tout ça, ça fait que tu peux rajouter de la fonctionnalité. De là dépend la fréquence, les performances, les fonctionnalités. Donc c'est très important, c'est très critique. Et effectivement, TSMC fait partie des grands leaders avec Samsung, Intel sur ces process-là. Il y a une guerre qui a toujours été, mais TSMC est devenu très très fort. Bah, en tout cas, moi, j'ai trouvé l'article réellement intéressant et je pense que c'est intéressant de se réintéresser à ce monde-là. Enfin, pour que vous compreniez bien, TSMC, ils font une partie du métier. Il y a à peu près 7 métiers, si ma mémoire est bonne, dans le milieu de la fonderie. L'idée, c'est qu'Intel, c'est quelqu'un qui couvre les 7 métiers. Donc, il bundle tous les métiers. Là où TSMC, c'est des gens qui vont prendre qu'un bout du métier, qui sont vraiment sur la fab. Là où ARM, c'est pareil, c'est des gens qui prennent qu'un bout du métier de l'autre côté, justement, de la chaîne de valeur. Et en fait, c'est la spécificité d'Intel sur le marché, c'est que c'est probablement la boîte sur laquelle, vous prenez tous les métiers et vous le faites en entier de A à Z. Sur la plupart des cas, et pas tous les cas, parce qu'encore une fois, le semi-conducteur, c'est long et compliqué, mais sur le marché CPU, Ouais. là où d'autres boîtes font que des bouts, et je pense que les recompositions qui vont avoir lieu dans le marché sont assez amusantes. Ouais, ça promet beaucoup de changements, effectivement. Puis il y a l'Europe qui se pose des questions par rapport à son hégémonie, par rapport à ça. Est-ce qu'ils doivent se remettre à fondre des choses aussi de leur côté? Est-ce qu'ils doivent faire leurs propres composants, processeurs, GPU, etc. Ouais, non, ça va être, de toute façon, c'est un peu au même titre que le pétrole ou l'électricité. C'est des choses qui sont très stratégiques sur le long terme, sur ta capacité à avoir un certain leadership, une certaine autonomie. L'autonomie de ton pays par rapport à ça est très importante. Ouais. Si du jour au lendemain, on a pu voir entre les États-Unis et l'Asie, il y a eu quelques tensions et ils ont blacklisté des sociétés, on se rend pas compte des impacts, mais nous on l'a vu, c'est assez important. Et même ça a joué contre des boîtes américaines, le fait que tu puisses plus dialoguer du jour au lendemain avec certaines sociétés asiatiques. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a quand même des partenariats. Ces sociétés-là sont quand même aujourd'hui bien alignées entre elles, et c'est pas qu'au niveau que de la vente que ça pose des problèmes. C'est au niveau de la fabrication même des composants. Des fois, ça stoppe toutes les R&D, etc. Donc, si du jour au lendemain une société d'un pays refuse de vendre à la France, ou des sociétés françaises typiquement, t'as un gros problème si t'as pas ce savoir-faire chez toi. Donc, ouais, c'est un enjeu très stratégique sur les prochaines années.
Une fois, j'essaierai d'inviter des potes du CEA technologie ou de ST microélectronique Bonne idée, ouais. pour essayer de vous expliquer comment on processe la fab de ce genre de choses. ST microélectronique étant le champion français en matière de semi-conducteurs, qui ne fait pas des CPU du tout Intel, qui est plutôt sur le chip pas cher à $1 quelque chose que vous allez retrouver vous allez retrouver plein dans votre bagnole, vous allez en retrouver dans plein de trucs. Enfin, ils sont sur les petits chips microcontrôleurs. Vous avez des choses à ajouter sur le sujet ou on se fait le mot de la fin avec la tête dans les étoiles? Eh ben, le mot de la fin avec la tête dans les étoiles, Geoffroy, je t'en prie. Donc c'est une petite question intéressante qui a été posée à la NASA et notamment le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, donc bon là où les gens qui conçoivent les fusées et tout ça. Combien de décimales de pi utilisent-ils pour leurs calculs? Est-ce que c'est des centaines, des milliers de décimales pour être très 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 précis? Et leur réponse c'est on utilise pi avec 15 décimales après la virgule, parce qu'en fait c'est largement suffisant. Et ils prennent notamment l'exemple de la sonde Voyager 1 qui est à 12,5 milliards de miles, ce qui correspond à plus de 20 milliards de kilomètres. Et si on prend un cercle de rayon 20 milliards de kilomètres et qu'on fait des calculs avec un pi à 15 décimales, on a une erreur d'environ 3,8 cm. Donc, ça va. C'est-à-dire qu'on aime bien utiliser pi et le nombre de décimales énorme pour aller, pour tester les capacités des processeurs, des choses comme ça. Mais en fait, de manière très pratique, il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin. Et là, je me rappelle que moi, mes cours de physique où je voulais utiliser des valeurs de pi très précises pour être sûr que mes calculs étaient bons, en fait, j'aurais dû me poser 2-3 questions à ce moment-là. Est-ce qu'on parle, Voilà. est-ce que on n'a pas le temps de faire un point Fabrice Bellard sur le sujet? Ouais, c'est les physiciens qui vont être contents parce qu'ils n'aiment pas quand c'est trop précis. Ouais, alors, bref, je ne dirai rien. 3, c'est très bien comme valeur. Eh ben, moi, tout ce que je peux vous dire sur le jet, donc le jet, le labo de la NASA, le jet, l'an dernier, ils ont également créé un projet de ventilateur d'urgence pour le Covid. Projet qu'ils n'ont pas fait en open source, mais en closed source, en essayant de vendre des licences aux gens. Et projet qui n'a jamais fini sur un être humain et dont ils ont supprimé toute mention sur leur propre site web. Là où Maker est probablement le seul projet qui a fini sur un être humain. Comme quoi, parfois en France, on peut faire mieux que la NASA. Congrats, les gars. Après ce gentil petit troll qui piquait bien, d'abord Stan, merci 1000 fois d'être venu dans ce podcast. C'était un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Désolé à tous parce qu'on a encore claqué un podcast à près de 2 heures. Je sais que j'avais prévu de plus le faire, mais c'est un spécial kernel et j'ai dit qu'il y avait exemption ce spécial kernel. Stan, tu nous as proposé une musique pour se quitter. Je vais même pas lancer le dé et faire croire. Genre. Stan, tu nous proposes une musique pour se quitter. Ouais, allez, on est parti pour un petit AC/DC Highway to Hell juste avant de manger. Je pense que ça s'impose. Et encore merci de m'avoir invité. C'était C'est quoi ton pseudo Twitter? Ah, putain, j'ai pas réussi à gérer le soundbar. J'ai compris. GCOUPRIE. Et